L'authenticité, c'est pas dire tout ce qu'on pense sans penser aux conséquences. Je pense que l'authenticité, c'est trouver le très très bon juste milieu entre tirer le maximum de profit de ta singularité tout en prenant le moins de risques possible sur ta performance, sur ta progression de carrière, etc. Si on a fait cette campagne, qui est la première campagne marque employeur de Free, depuis l'histoire de Free, depuis 25 ans, on n'avait jamais fait une campagne marque employeur pour dire on est un employeur pas comme les autres. On a juste fait comprendre au monde qu'on était un opérateur pas comme les autres pendant très très longtemps. Bien sûr qu'il y avait un engagement déjà très fort de tous les collabs. Cette campagne a ravivé aussi un sentiment d'appartenance. Moi, ce qui me passionne, c'est la chasse de tête, c'est le leadership, impacter des dirigeants, être dans l'influence. Je pense que c'est ça, c'est un mix entre le pirate et le stratège. Le message que j'ai envie de partager, si vous faites de la marque employeur aujourd'hui, suivez Rassam, inspirez-vous, et le côté pirate un peu stratège, ça vaut le coup. Bienvenue sur Dimension RH, c'est votre nouveau podcast dédié aux leaders RH actuels ou futurs qui veulent faire rentrer la fonction RH dans une nouvelle dimension. Et c'est pour vous aider dans vos projets et vos enjeux que nous invitons des explorateurs et des exploratrices du monde de l'entreprise à venir partager leur parcours de vie ainsi que leurs meilleures pratiques du monde RH. Bienvenue sur le podcast encore une fois et bonne écoute. Rassam, on est hyper content de t'accueillir sur Dimension RH, le podcast de Finkaigo. Merci de me recevoir, je suis très heureux d'être là. Ouais, t'as une approche assez singulière, toi, des RH, où tu... moi, je t'ai connu vraiment sous l'angle marketing RH. Je trouve que tu te marketes d'une façon assez, même unique dans l'écosystème RH. On va en reparler aujourd'hui. Aujourd'hui, toi, tu es Group Talent and Culture Director chez Free Iliad, du coup, avec Xavier Niel. On va en parler aussi de tout ça. Du coup, au menu du jour, ce qu'on aimerait couvrir avec toi, la culture entreprise, comprendre quel est le poids, toi dans ton titre tu as culture director, qu'est-ce que ça veut dire, quel est le poids ou comment tu arrives à jouer dessus au sein de Free. La partie marque employeur, parce que pour le coup tu as fait plein de choses assez différenciantes côté et rafraîchissantes côté Free et surtout comprendre toi ton interprétation de la marque employeur, creuser ce sujet là et prendre un petit peu de recul et de hauteur à la fin sur la partie acquisition. Parce que j'ai vu que tu as fait tout un tas de cabinets depuis il y a quelques années. Ouais. Il était une fois, dans une vie où j'ai vu plusieurs photos de toi en costume très chic. C'est vrai. Merci. T'as pas changé. Je suis pas en costume aujourd'hui, mais j'aurais pu. Non, mais il fait 30 degrés, donc voilà. Et voilà, de faire un petit état des lieux autour de l'acquisition en 2025. Comprendre c'est quoi les codes du recrutement aujourd'hui. Il y a une zone de turbulence que le secteur a traversée. Est-ce qu'on est encore dedans? Comment toi tu vois les choses? Et quels sont les codes que tu imagines aussi pour demain et les grandes tendances autour de ça? Très joli menu. Ça te va comme programme, ouais. J'ai faim, on peut manger, on peut prendre l'entrée, le dessert, le café. C'est parti, on va manger. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, Rassam? Ouais, avec plaisir. Donc, Rassam Yagmae, je travaille dans les RH et le recrutement depuis 20 ans. Comme tu disais, j'ai une première début de carrière en cabinet. Pendant 10 ans, j'ai fait 2 cabs anglo-saxons, plutôt transactionnels dans un premier temps, et puis après plutôt middle top management en recrutement CDI dans un second. J'ai eu la chance qu'on me fasse confiance pour basculer en in-house, en interne, donc passer du côté entreprise. Pendant très longtemps, je pensais que le monde du recrutement et la performance en recrutement pouvait qu'exister en cabinet et que les RH en interne étaient des buses. Et ensuite, pourquoi tu avais cette croyance? Je pense que c'était une époque où partiellement il y avait un petit peu de vrai. Et en réalité, c'est aussi parce que quand on connaît pas quelque chose, on a des jugements un peu hâtifs. Et donc, moi, j'étais dans une dimension assez commerciale aussi du recrutement. Donc, être un bon recruteur en cabinet, c'est souvent closer des bons partenariats, signer des mandats, avoir un réseau client assez prestigieux. Et ensuite, évidemment, facturer, faire des placements. Alors que en interne, on a peut-être d'autres enjeux. Et finalement, c'est juste je me basais pas sur les mêmes critères. Mais une fois que je suis passé en interne, donc pendant 10 ans, maintenant je suis plutôt en interne, j'ai fait des boîtes comme Axway, Doctolib et Free aujourd'hui, le groupe Iliad. Et là-dessus, j'ai découvert la magie en fait de ce que la collaboration et être à bord du même navire avec une entreprise, avoir des goals en commun et de pouvoir influencer réellement, à mon sens, en interne les pratiques, la vision, etc. Et juste à dire, on m'a fait confiance pour être en interne. Comment t'interprètes ça? Parce qu'en fait, c'est pas simple quand on est en cabinet de faire le move en interne pour
plusieurs raisons. Ah ouais. En fait, la première, elle est assez évidente et c'est vrai dans le consulting, c'est vrai en finance. Quand tu es dans le conseil, tu es souvent bien payé. Tu as du bonus ou la part du bonus est plus important en tout cas que des variables en entreprise. Tu as des à côté comme la voiture, les belles conditions, les notes de frais, etc. Et donc déjà, voilà, de manière très pragmatique, quitter un package pour parfois faire des concessions, voire un petit cut. Voilà, tout le monde n'est pas prêt à le faire par rapport à où il en est dans sa vie perso aussi. Et donc ça, c'était un premier point, de trouver un endroit où je pouvais plus ou moins gagner la même chose ou sans trop perdre. Ça a été un challenge. Et le deuxième, c'est quand on est en cabinet, on se croit très fort. Et franchement, c'est pas un pic pour nos amis en cabinet. C'est vraiment une vision un peu d'avant que j'ai, en plus qui a beaucoup évolué. Mais on se voit très très fort parce qu'on est sur une vision très transactionnelle du recrutement. Mais toutes les autres complexités, on les voit pas. Et du coup, en interne, ceux qui le font se disent, si j'ai un candidat qui a déjà fait le move en interne et qui connaît cette complexité, je vais peut-être miser sur cette personne pour le même salaire, parce qu'en plus les salaires sont assez élevés. Donc le ratio de trouver la personne qui te fait confiance parce qu'il voit ce potentiel-là et il te donne les bonnes conditions pour y arriver. Et moi, ça a été chez Axway, notamment avec... Axway, c'est un éditeur de logiciels ? Éditeur de logiciels franco-américain. Ouais, c'est ça. Et c'était hyper chouette. J'ai rencontré des gens avec qui j'ai continué à bosser pendant des années là-bas. C'était une bulle de créativité incroyable. On a tenté tellement de choses. Alors on aurait pu se croiser à l'époque. C'est vrai? Chez Axway? C'était un de nos partenaires. Je commençais à travailler en 2011-2012. Ok. T'étais où? Dans le conseil du coup. Ah oui, dans le conseil. Dans un gros cabinet de conseil. C'est possible, ouais. C'est un des partenaires. Ouais. Dans tout ce qui est middleware, cloud, on était... Sur les gros mots là. Ouais. Ok. Et tu recrutais quel type de profil en cabinet? Moi j'étais j'étais manager recrutement, ensuite directeur recrutement pour la boîte, donc j'avais l'ensemble du scope et puis c'était principalement France, il y avait un petit peu d'autres pays, mais sur l'Europe, IMIA, et tous les types de profils, mais beaucoup de tech et sales, comme dans tous les boîtes soft. Ok, donc plutôt grosse structure, Axway? Même pas, parce que 2000 personnes et le recrutement était un peu business as usual. Tu sais, derrière il y avait le groupe Sopra toujours aujourd'hui, donc c'était pas forcément quelque chose qui allait exploser, faire x10 ni se casser la gueule. C'était assez stable. Il fallait simplement recruter les 200-300 vraies bonnes personnes, et puis après il y avait un turnover assez classique. Okay. Donc pas grosse boîte, pas gros process de partout. On y viendra tout à l'heure. Free sur papier l'est un peu plus, mais sur plein d'autres aspects l'est pas du tout. Ok, on va en parler. On est curieux. Et juste sur la partie cabinet, je serais curieux d'avoir, c'est quoi tes 3 plus grands apprentissages que tu as eu en le bizdev, la prospection, cold calling. J'ai cette anecdote que je raconte très souvent. Tu faisais du cold calling Oui, bah en fait quand t'es en cabinet, le côté alors on le vend pas et peut-être qu'aujourd'hui ça a un peu évolué parce que la façon de faire de l'acquisition justement a aussi évolué. Les codes, tu fais plus trop de la prospection dans le dur comme avant. Mais à l'époque c'était, t'avais une liste, t'avais le bottin, une liste de DSI, de DRH, et tu passais ta journée à les appeler. Bonjour, Rassam Yegmae, Hassan Carter, je vous appelle pour faire un point sur vos besoins en recrutement au sein de votre DSI. Tu passais parfois par le standard. Et tu passais par le standard. Oui, mais je le connais, j'ai juste... Passez-moi Philippe, oui, il vient de m'appeler. Oui. J'ai commencé en ESN aussi, recrutement et après sales, et du coup j'ai connu ça. ESN, les ingénieurs d'affaires, en gros, t'as le persona ingénieur d'affaires de ESN qui existe en cabinet, mais qui ne l'assume pas totalement parce que derrière il vend un accompagnement et de la chasse de tête, etc. Mais donc premier enseignement, cold calling, de te dire que la personne que tu appelles en face est un père et ton égal. Tu dois pas être en dessous. Alors que tu sors d'école. Dans mon cas, tu mets le costume pour la deuxième fois de ta vie. Il est trop grand. Il est trop grand. T'as encore ta boucle d'oreille. Il y a rien qui va, tu vois. Mais j'ai appris comme ça parce que je dis souvent, c'est l'école de la rue du recrutement que j'ai fait chez Aston Carter, parce que c'était un cabinet très anglo-saxon, très agressif, avec des méthodes aujourd'hui qui ne passeraient plus. Tu sais.
envoyer des faux CV à la concurrence, appeler justement tous ces trucs de passer les barrages secrétaires. C'était une époque en fait. J'ai l'impression que là ça se fait même plus dans les cabinets anglo-saxons. Enfin, j'espère les pas. puces téléphone, t'avais 2-3 puces téléphone pour tu vois avoir plein de façons d'appeler différents, etc. Je dis pas que c'était la norme, hein, et ceux qui sont encore là-bas, s'ils m'entendent, ça a été racheté, mais c'était pas la norme, mais ça existait et c'était une très bonne école. Donc premier enseignement, c'est prospection, cold calling, sortir de ma zone de confort. Moi qui suis plutôt un sauvage social à la base quand je rentre à mes 20-21 ans dans le monde pro. C'était le grand saut là pour le coup. Ouais, carrément. Et ça c'est intéressant de savoir les apprentissages et en quoi ça peut ça a un impact aujourd'hui. Ça t'a sorti dans ta zone de confort, mais du coup, ça a eu quoi comme ça t'a permis de faire quoi? Qu'est-ce que tu t'aurais pas pu faire si t'es pas passé par là, quoi? Premièrement, de l'argent, parce que en cabinet, c'est quand même le nerf de la guerre. Si tu prends pas des rendez-vous, tu peux pas facturer. Si tu factures pas, t'as pas tes bonus, etc. Donc moi, quand je suis arrivé en tant que stagiaire, au bout de 3 mois, j'avais fait 18 resourcing sur SAP. J'ai gagné 9 000 €, alors que mon salaire était 300 € en tant que stagiaire, tu vois, à l'époque. Ah ouais. Okay. Et donc ça m'a complètement ouvert l'esprit sur le fait que si se faire violence, c'est accepter que la personne que je vais appeler n'a rien de plus ou de moins que moi, et qu'avec un petit peu d'entraînement, je vais réussir à prendre même plaisir à convaincre la personne de me rencontrer, et qu'à côté de ça, c'est x10 sur ma fiche de paye. Let's go. Donc ça, c'était quand je pensais à l'impact, je pense, est-ce que, je sais pas s'il y en a un, mais est-ce qu'il y a un impact sur toi maintenant? Est-ce que ça a débloqué des choses que tu pensais impossibles, et que parce qu'en fait, on t'a contacté parce que tu fais de la marque employeur là où les gens s'arrêtent 3 étages avant, quoi. On a vraiment le sentiment que tu t'es dit qu'il y avait des choses qui étaient possibles. Oui. Et qui paraissent impossibles aux autres, et tu montres que c'est le cas. Et du coup, j'essaie de voir comment ces apprentissages en cabinet ont un impact aujourd'hui sur toi, quoi. Je pense qu'ils ont eu des impacts que j'ai pas conscientisés tout de suite, hein, ça c'est sûr. Je les ai conscientisés à step by step, à savoir là, dans mon objectif du quotidien qui est de prendre mes 30 rendez-vous, facturer 20 000 par mois, etc. Ça va m'aider, mais je me disais pas dans 20 ans tu vas avoir espèce de confiance en toi, ou de sagesse de se dire que tout est possible, et qu'au final tu t'es invité à la table où t'étais pas invité, et que t'as aucun problème à t'asseoir et regarder les gens droit dans les yeux, et t'as confiance dans ton autorité, ton expertise, pour te dire que j'apporte aussi maintenant ma singularité à la table de mon expertise, tu vois. Et ça, c'est un truc qui vient plus avec le temps, et que j'ai pas cherché, c'est un peu c'est fait naturellement, mais bien sûr que ça m'a débloqué. En fait, la marque employeur pour moi, c'est quelque chose, tu vois, c'est vrai que comme tu disais dans ton intro, il y a plein de gens qui m'associent au marketing RH, à la marque employeur, alors qu'en réalité c'est jamais des sujets que j'ai eu vraiment dominantes dans mes scopes de poste, et c'est pas non plus des choses qui me passionnent absolument. Moi, ce qui me passionne, c'est la chasse de tête, c'est le leadership, impacter des dirigeants, être dans l'influence, mais plutôt back-end. Et le côté front-end, j'y suis venu parce qu'à un moment donné, on m'a mis au défi de le faire, et aussi parce que c'était au moment où je me suis dit, ça va sublimer mon expertise. Et si je l'avais fait dans le sens inverse, je pense que ça aurait pas eu le même impact. On sent qu'il y a des restes d'Axware. Back-end, front-end. Oui. La tech, c'est vrai que ça m'a toujours... j'ai toujours été d'ailleurs dans l'IT, même en cab. D'autres apprentissages que tu as eu oui, bien sûr. Je te parle de ce truc de cold calling, etc. Mais je pense que le second en cabinet, c'est quand même le relationnel et l'assessment. Je dirais que ce soit dans les rendez-vous clients, quand tu rencontres des candidats, d'être dans ce que j'appelle le théâtre du monde professionnel. C'est de savoir très vite bien communiquer, t'adapter à ton interlocuteur, et d'être dans une intelligence émotionnelle, situationnelle. Donc ça, c'est clairement, tu prends des rendez-vous, mais après il faut les délivrer, les rendez-vous, il faut rencontrer des gens, signer des candidats, et tout ça, c'est second step, enfin d'autres steps. Et
troisièmement, je dirais vraiment la créativité, de réfléchir différemment, parce qu'en fait c'est une course, il y a beaucoup de compétition en cabinet, que ce soit tes collègues de droite, de gauche, du même floor, mais aussi la concurrence chez les concurrents. Et donc pour te démarquer, il faut réfléchir un peu différemment des autres. Et on viendra peut-être, mais moi tout ce que j'ai mis en avant dans ma prospection pour être plus rapide, plus créatif, plus innovant que les autres, je n'arrivais pas en cabinet à les utiliser dans ma chasse, le sourcing ou au niveau candidat. Il y avait que la partie client où je me disais qu'il faut que je sorte ça. Et après, quand je suis passé en interne, vu que j'avais plus besoin de faire de prospection, on va dire cette énergie-là, je l'ai mis dans la créativité pour aller approcher des candidats, pour que leur expérience soit différente et tout. Et je me suis dit, mais en fait, c'est là où c'est encore plus ouf de travailler où les clients internes, dans le relationnel, la confiance et la collaboration. Parce que du coup, tu as dit que tu as fait Axway, après Doctolib. Ouais, Doctolib, ça a été un move incroyable, un des meilleurs moves de ma vie, clairement professionnellement, qui a été par instinct. Je connaissais pas du tout la French Tech, les startups, les levées de fonds, tout ça. On est en 2016-2017. Okay. Parce que le process a duré un peu longtemps. Comme souvent mes process, chez Free aussi. C'était combien quand tu es arrivé? On était 300 environ, et quand je suis parti, environ 3000. Donc c'est un peu les chiffres clés dont je parle vraiment au moment où ça commençait donc c'était déjà une start-up assez costaud, mais ça a commencé à scaler, comme on dit, et être en hyper croissance. Petit x10, tranquille. Ouais, en 5 ans. Et ça, c'était. Mais je dirais qu'au-delà du scale, c'était les personnes que j'ai rencontrées. J'ai à peu près level up de niveau x2, x3 sur toutes mes compétences que je pensais avoir acquis de management, tu pensais de déjà recrutement. Au max, et en fait, t'as découvert. Ouais, je savais que bien sûr, j'étais pas au max, mais je pensais que j'étais, on va dire, confirmé plus, quoi. Quand tu manages 10 personnes, 15 personnes en cabinet ou en interne. Tu penses que le nombre, en fait, c'est plus le endgame de monter en nombre de personnes, mais en fait après quand tu te dis ok, c'est la façon dont je le fais, l'intention que j'y mets, l'intensité que je mets dans mes interactions avec chaque personne, et où est-ce que je les emmène individuellement. Ça, c'était un game changer. Et puis après, toute la partie recrutement, excellence au niveau du recrutement, on viendra peut-être après autour de ça. T'avais quel rôle à Doctolib? À Doctolib, je suis arrivé en tant qu'un des premiers recruteurs, et notamment premier recruteur tech, on va dire, et un des premiers recruteurs. On était 3 recruteurs dans la boîte. Quand je suis parti, on était une centaine dans l'organisation talent au sens large. Même l'équipe a fait x10 par rapport au x10 de la boîte. On va dire que c'était vraiment le nerf de la guerre. Il y avait une surreprésentation peut-être, et un très fort investissement sur les organisations people. Et après, c'est aussi parce qu'il n'y avait pas que des recruteurs. On avait mis en place un système de sourceurs, coordinateurs, recruteurs, des talent program managers, du RecOps, etc., qui fait qu'il y avait un écosystème autour du recruteur qui fait que il y avait autant de monde. Ouais, c'est intéressant. J'ai l'impression que c'était le miroir du sales. Donc sales, ça a été métier qui se développe aussi. De segmenter par exemple l'inbound et l'outbound. Le SDR, le setter, exact, etc. Totalement. Il y a pas mal de littérature d'ailleurs là-dessus. C'est pas ça qui nous a donné l'idée exacte, mais en fait personne n'invente rien. Tout est un peu des réinterprétations qui existent. Et en fait, j'ai pris rapidement le rôle de responsable du recrutement tech chez Doctolib, et ensuite on y a apporté cette notion de sourcing. C'était quoi tes objectifs? Tu devais recruter combien de personnes par an? Vu on va dire que chaque année ça faisait à peu près x2, x3 parfois, mais je dirais que le moment le chiffre le plus clé que les recruteurs tech en scale-up et en start-up comprendront, c'est on devait à un moment donné recruter 10 full stack par mois d'un très bon niveau. À un moment où en plus les startups étaient à leur max, il y avait plein d'autres licornes ou en tout cas de super belles boîtes, et du coup recruter un full stack c'était un enfer, quoi. Bah c'est là où et encore une fois, moi je connaissais pas du tout, je dirais que mon modèle IT c'était plutôt la DSI interne, MOA, MOE, le ERP, le CRM, la BI, tu vois. Je réfléchissais plus du développement plutôt en cascade, cycle V, etc. Et en fait, quand je suis arrivé dans ce monde-là, ça a été
un boom de connaissances, de possibilités et tout. C'était assez ouf. Ok. Moi, je voulais rebondir sur quelque chose. On a un peu passé à travers, mais faire juste 2 pas en arrière. Tu disais que avant le management, ton niveau de management, tu l'évaluais surtout en fonction du nombre de personnes que tu manageais. Ouais. Aujourd'hui, tu dis que tu es beaucoup plus intentionnel sur ton management, etc. C'est quoi ton intention quand tu es en tant que manager? Qu'est-ce que tu as envie de faire avec tes équipes? C'est quoi l'intention que tu moi, j'ai toujours été plutôt un pragmatique là-dessus et un bon soldat, entre guillemets, aussi. C'est-à-dire que j'ai jamais envisagé le management comme du développement personnel et il fallait que chacun puisse s'exprimer dans l'absolu. C'est-à-dire que tout est un outil pour atteindre nos objectifs d'entreprise. Et donc, je suis au service de l'entreprise où je travaille. Bien sûr, il faut le faire avec exigence et bienveillance. Bien sûr, il faut le faire avec tout plein de choses qui se sont un peu plug-in sur les années plus récentes là autour du care, du collaborateur, etc. Mais je reste plutôt quelqu'un qui, avant tout, n'a aucun problème à rappeler à tout le monde qu'on est dans un milieu professionnel que l'objectif, c'est de faire les objectifs qu'on va nous donner. On peut influencer, on peut impacter, on peut changer les choses, mais que typiquement pour changer les choses, il faut être d'accord à être parfois désaligné. Et ce que je dis souvent aujourd'hui, c'est que le nouveau modèle de management qui a été très propulsé dans les startups notamment, mais aussi ailleurs, a amené une individualisation de l'objectif et de l'équilibre que les gens veulent trouver entre leur sphère perso et pro et un besoin et une injonction d'alignement total. Donc, il faut que mon manager reflète mes valeurs, il faut que mon entreprise reflète mes valeurs, leurs actions reflètent mes valeurs perso, et quand ça ne l'est pas, c'est un problème, et c'est un problème tellement fort que je peux partir pour ça. Inextricable, et du coup on arrête. Alors que ce que je dis, c'est très bien que tu sois désaligné, profites-en pour voir comment toi tu peux élever le niveau et impacter pour que tu équilibres cette balance, parce que de toute façon tout existe parce qu'à un moment donné quelqu'un a influencé plus que d'autres la situation, tu vois. Ok, intéressant. Intéressant. Okay. Donc ma vision du management, c'est ça, c'est donner en fait cette responsabilité de prise de conscience, tout en étant bien sûr, je promeux aussi bien sûr l'authenticité au travail, le fait de pouvoir être soi-même, ainsi de suite, mais tout en rappelant également que tout est une question de timing, tout est une question de moment. Si t'arrives dans la boîte, dans une équipe, tu connais personne, t'as pas encore d'expertise, c'est pas le moment de vouloir. Tu poses ta crédibilité aussi, et après on va pouvoir aussi t'écouter. Avec tact, du coup. Oui, c'est avec tact, avec subtilité, avec le bon niveau d'intelligence émotionnelle, et je le redis de plus en plus maintenant, parce que parfois j'ai l'impression que ça va de soi, parce que si tu considères que le monde de l'entreprise c'est clairement pas le monde du bisounours, tu pourrais te dire si Rassam s'exprime de telle manière et je le vois parler de cette façon, forcément ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière sur le fond qui fait qu'il permet d'être performant, bon, etc. Mais je me rends compte que c'est bon de le rappeler, parce que du coup je pense qu'aujourd'hui il y a des personnes qui peuvent se dire que je peux tenir certains propos ou faire des actions de côté ou penser différemment, m'exprimer différemment, avec le luxe de ne pas en même temps être performant, intense dans mon travail, et donc bien sûr que c'est un équilibre, on peut pas avoir juste le meilleur des mondes, quoi. C'est vrai que c'est marrant que tu dis ça, parce que c'est vrai que d'un point de vue extérieur aussi, on se dit t'es certainement une des personnes qui est le plus elle-même en tant que leader RH. Sans filtre, c'est ça. Ouais, c'est vraiment tu te permets des choses que les autres voient pas, mais c'est intéressant que tu dises que ta première brique que tu mets, c'est la performance, et quand t'as la performance, tu peux presque négocier d'être toi-même et de dire en fait les gars, c'est vrai. Maintenant je suis aussi en position de force et je vais vous amener des leads, mais faites-moi confiance sur telle idée qui est peut-être un peu plus saugrenue. Donc d'abord performance, et ensuite tu vas pouvoir. C'est peut-être un peu le côté négociation, parce que c'est aussi t'as besoin de montrer dans un environnement concurrentiel, t'as besoin de montrer que t'es là. Tu vas pas directement demander à faire d'autres choses. Les gens ils vont te dire écoute, t'es qui Ouais, je pense il y a une part de stratégie. Je pense qu'il faut être stratégique. En fait, l'authenticité, c'est pas dire tout ce qu'on pense sans penser aux conséquences. Je pense que l'authenticité, c'est trouver le très très bon juste milieu entre tirer le maximum de profit de ta singularité,
tout en prenant le moins de risques possible sur ta performance, sur ta progression de carrière, etc. Et c'est un équilibre assez complexe à trouver, mais si ton authenticité te discrédite, c'est que t'es allé trop loin, quoi. Ouais, exactement. Et je dis ça aussi dans un truc, c'est que si ta singularité n'apporte pas de valeur ajoutée à ton interlocuteur, c'est juste de la charge mentale pour lui, en fait, ou pour elle. Ou du bruit, du coup. Ouais, et du bruit. C'est exactement ça. Et je le dis encore une fois, je le redis de plus en plus parce que j'ai conscience, en fait j'avais pas forcément conscience parce que moi je fais les choses et du coup je sais pas parfois que j'incarne un truc ou que je peux donner l'impression d'eux, mais je sais aussi que par ailleurs, et vous avez peut-être ressenti ça dans nos calls de préparation, etc., c'est que les gens s'attendent parfois au travail, dans un rendez-vous de prospection, un entretien de candidature, à voir Rassam qui est là, ah ouais, bon, c'était pris, c'était prêt, ouais, ok, RIDH, etc. Bien sûr que c'est c'est le fameux truc que je te disais, si je suis comme ça, si je peux me permettre de faire ça, c'est qu'il y a forcément autre chose. Ou bien si je prends de l'énergie à faire ça, à un moment donné, bien sûr que je dois recharger ailleurs. Et donc, mais c'est bien, c'est sain et c'est normal. C'est l'inverse qui serait. Si on vous dit l'inverse, c'est qu'on vous ment ou que il y a un loup quelque part, tu vois. Donc c'est vrai, c'est marrant parce que on a eu cette impression là et on s'est dit ah ouais, ça peut être différent du Rassam qu'on voit sur LinkedIn. Et maintenant c'est cool de savoir d'où ça vient, pourquoi, et que ce soit assumé. Et du coup, ça fait sens, ouais. Je le conscientisais pas encore une fois moi-même, mais je pense que si tu demandes à mon équipe aujourd'hui chez Free, et c'était peut-être pas le cas chez Doctolib où j'étais encore moi-même dans l'euphorie de vivre ce possible, et du coup j'étais quand même un peu plus euphorique tout le temps, même avec l'équipe, dans une espèce de joie de le faire. Aujourd'hui, peut-être que j'ai un brin un peu plus cynique parce que il y a beaucoup d'infos, donc je dois trier. Mais tu vois, tu demandes à mon équipe aujourd'hui chez Free, je pense pas qu'ils se disent Rassam, c'est le gars trop cool, trop marrant. Alors oui, par moment de la journée, je vais lâcher le truc et tout, mais genre je suis plutôt silencieux. On a des rapports très très cool. En fait, t'es là pour performer avant tout. Exactement. Et en fait, la partie, les vidéos que tu fais, etc., c'est un vecteur de performance que tu joues à fond. Ouais, et d'ailleurs, le mot performance, on peut le prendre au sens littéral, d'être une performance, scénique parfois, et ça reste une performance. Et attention, c'est pas pour autant que je joue un rôle. Je suis assez d'accord quand tu dis que je suis assez aligné, je suis comme ça. Mais tu vois, pareil avec mes enfants, je suis, tu vois, des fois, je suis à la limite de l'acceptable quand je m'énerve, quand je suis assez, je suis pointilleux, je pète des câbles sur des petits trucs, etc. Donc je suis pas le papa cool du quotidien, même si dans l'absolu, en moyenne, c'est ce qui, je suis plus ça que. Mais en fait, c'est toujours un équilibre. En fait. Voilà, et c'est ça. En fait, je pense que tu vois, je jouerais un rôle de devoir tout le temps être ouais, cool, super, machin. Puis non. ce serait peut-être trop intense pour tout le monde aussi. Et à un moment. Ça et puis jouerait. Pour toi aussi, ça veut dire que effectivement, moi, je suis assez partisan de ça. C'est-à-dire. En fait, on est là pour une mission. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et on peut pas dire oui à tout. On peut pas s'extasier de tout. Il faut aussi qu'on puisse se dire ma mission prime. En tout cas, moi, c'est comme ça aussi que je le vois. Et du coup, je trouve ça assez respectable de le dire. Mais je pense que peut-être ceux qui nous écoutent peuvent. Là, on a décortiqué un peu d'où ça vient et c'est intéressant. On a soulevé le masque. C'est chouette. Et c'est le but de cette discussion aussi. Donc, c'est cool que tu joues le jeu. Du coup, effectivement, moi, parce que c'est moi qui interagis principalement avec toi et je comprends mieux du coup pourquoi t'as interagi comme ça, parce qu'effectivement, j'ai pas ressenti beaucoup de chaleur, particulièrement dans les interactions qu'on a eues. J'étais ok, bon, bah après, du coup, je comprends beaucoup mieux. Maintenant, c'est presque conscient et c'est presque une stratégie parce que pour bien distinguer les bons moments, pour que mes interlocuteurs sachent où on est à quel moment. Avant, c'était pas du tout ça parce qu'en fait, il faut juste se rappeler que on parlait je mis le premier costume la première fois que je passais un entretien, etc. J'étais vraiment antisocial, comme on dit en anglais, un asocial, plutôt un sauvage socialement. Je ne voulais pas parler aux gens, je voulais pas avoir d'exprimer ce que je pense, etc. Quand j'étais plus jeune, même à la fac et tout ça. Enfin, mon père m'a souvent dit depuis que tu fais ce métier, mais que tu fais des podcasts et tout, on a plus entendu le son de ta voix dans une heure de podcast que pendant toute ton adolescence à la maison. J'étais capable de rentrer à 3h du matin chez moi pour éviter
éviter de voir des amis de mes parents ou de la famille qui étaient là parce que je voulais juste pas parler, tu vois. Okay. Et donc c'est aussi ça, c'est que je me suis fait violence à l'autre. Ouais, et là, en me faisant violence, j'ai pris plaisir à le faire, mais bec quand même. Mais ouais, voilà. Tu te gardes quand même ton petit jardin secret ou ta petite zone où t'es confortable et t'es toi-même pleinement. Ouais, je trouve que c'est plus sain, serein pour tout le monde aussi. Et sinon, le taf ne se fait pas non plus. Hein. C'est ça aussi, c'est que rien ne va sans bosser, quoi. Faut délivrer. Okay. Faut délivrer. Intéressant. Et aujourd'hui, du coup, t'es côté Free? Yes. Qu'est-ce que tu fais de beau là? Alors chez Free, je suis effectivement directeur culture et talent, sachant que chez Free on n'a pas du tout le dogme des titres de poste. Si je vais dans notre mon SIRH ou ma fiche de paie, je suis Talent Strategy Manager, qui est en lui-même un titre de poste que j'ai moi-même un peu proposé au moment où on m'a recruté. Je pense que c'était Talent Manager initialement dans le contrat. Ça fait 4 ans que tu es là-bas du coup maintenant? 3 ans. Ça fera 3 ans là en septembre. Et en fait, bon, par logique, je dirais finalement quand même de mon rôle, je pense que le titre de Talent Director est plus en phase avec mon rôle. Grosso modo, de quoi il s'agit, c'est le parcours talent sur une dominante attractivité et recrutement, mais également une partie développement carrière, talent management dans ce qu'elle évoque des programmes, des systèmes, harmoniser certaines pratiques et pas forcément dans l'incarnation, l'exécution, l'animation de tous les carrières de chacun. Et plus récemment, donc sur la partie plus culture, la reprise des équipes comme internes qui étaient plutôt dans les équipes corporate et externes avant, parce que ça fait sens sur beaucoup de transformations. Il y a des Free est une boîte en mouvement constant et continu, mais ces dernières années, il y a beaucoup de transfos qui sont aussi en phase, et du coup la culture du changement nécessite aussi avoir une voix, une com dédiée, et la partie je trouve que Free a tellement un potentiel incroyable d'ailleurs là-dessus. C'est je pense une marque et un objet qui parle à tous les Français. Et pour les employés, cette voie-là existe, mais peut encore, tu vois, davantage se sentir au quotidien. Que je comprenne bien, vous êtes combien à Free aujourd'hui? Il y a combien de personnes dans ton équipe? Alors chez Free, on est 11 000 en France. Wow. Je pensais pas que c'était aussi gros. Hein. Ouais, bah on était pendant longtemps le second employeur du secteur, derrière Orange, et je sais pas si aujourd'hui Bouygues est repassé devant, enfin peu importe, mais en gros c'est environ 10 000 personnes en France. Le groupe, si on y ajoute la Pologne, l'Italie, donc le groupe c'est Iliad, c'est plus de 17 000, et on a des participations aujourd'hui dans plein d'autres groupes comme Télé2, notamment dans les Baltiques, qui fait qu'on est un vrai acteur européen de premier plan. Mais moi, mes activités, je suis au niveau Iliad, mais principalement lié aux activités B2B et B2C en France. Et donc en fait c'est le fameux chez Free, tu vois, c'est un endroit où faut pas être très rigoureux sur ton titre de poste, ton scope exact, ta fiche de poste, parce qu'en fait en réalité c'est un mouvant, tu comprends plus ou moins. Moi, mon impact c'est la France, c'est principalement Free, parfois c'est d'autres marques sur le B2B avec Free Pro, parfois c'est un peu Scaleway sur le Iliad en France. C'est pas du tout l'Italie, c'est pas du tout la Pologne à ce stade, tu vois, donc on est assez au clair sur le scope, et après en fait c'est des sables mouvants, parce que on a cette agilité chez Free de se dire bon bah là sur ce sujet ça fait sens que ce soit un tel ou un tel qui traite le point. Et donc dans mon équipe on est on va dire une quinzaine dans l'équipe, entre la com, la culture, le recrutement, et bien sûr dans les équipes des entités ou des filiales il y a des RH, parfois des équipes recrutement aussi, parfois des équipes dédiées, donc en fait c'est parfois du central et parfois décentralisé.
tu te coordonnes avec ces équipes recrutement? Ouais, bien sûr. Oui, on travaille ensemble, pas toujours au quotidien et de manière opérationnelle sur tous les sujets, mais globalement, tu peux c'est le fameux dotted line versus le fonctionnel et le hiérarchique. En hiérarchique, moi j'ai une quinzaine de personnes et on travaille sur des sujets groupes et ensuite on les déploie en collaboration avec les DRH, avec les patrons d'entités et tout. Bah ouais, c'était une chouette présentation. Ouais, un peu long, j'avoue. Désolé. Non, mais attends, c'est trop cool. De toute façon, c'est le format. On est sur des discussions tranquilles. On a envie de savoir en fait. J'aurais même 1000 questions. J'aurais envie de demander comment de bosser chez Free. Est-ce que je la pose ou alors on passe sur. Je pourrais t'en parler au moment où je parle de la marque employeur. Ouais. Et on va voir le chapitre marque employeur. Belle transition. Peut-être qu'on pourra en parler quand on va parler culture d'entreprise plutôt. Ouais, clairement. Et là, marque employeur. On a plein de questions. C'est assez marrant que tu dises que c'est pas forcément quelque chose qui t'excitait ou qui t'excite particulièrement, c'est pas un objectif en soi. Pour autant, tu fais les choses de manière assez différente. Moi, il y a deux campagnes qui m'ont marqué. Campagne récente sur J'amène les croissants. Oui. Simple, bien faite, etc. Et il y en a une autre qui m'a marqué sur le côté on laisse l'opportunité aux gens de Free de faire des vidéos sur qu'est-ce que c'est que travailler chez Free. Et ils ont fait certains ont fait des vidéos de ouf. Yes. Donc, c'est quoi ta vision de la marque employeur? Déjà, pourquoi est-ce que c'est important? C'est quoi ta vision? On va partir un peu high level et après, on va avoir d'autres questions. En intro, si tu peux expliquer les deux campagnes, parce que je suis pas sûr que J'amène les croissants, ce soit alors, la deuxième, tu évoques ce qu'on appelle le programme Illy Advocacy, qui est un programme où on a défini une tribu d'une trentaine de personnes qu'on a décidé à qui on a voulu donner la parole sur LinkedIn et les accompagner à travers un programme sur 6 mois. On les forme, des ateliers, on a un groupe WhatsApp. C'est qui? C'est toi? Ça vient du DRH? Parce que c'est avec l'équipe communication externe. On travaille souvent. Qui est pas chez toi, du coup, ça? Qui est pas chez moi, non, qui est à la com externe, qui est dans le com corp. Mais d'ailleurs, même la marque employeur, ça a été un projet moi je suis arrivé chez Iliad, il y avait déjà ce projet qui était lancé, mais on a travaillé vraiment avec l'équipe com ensemble là-dessus. Mais au moment où on a lancé la campagne marque employeur, on a fait un défi LinkedIn et tous les collaborateurs, on leur a demandé de faire peu importe, vidéo, audio, texte, sur pourquoi eux se sentaient libres chez Free, avec quelques chouettes prix à remporter aussi. Et on a eu C'était quoi les prix? Des iPhones, des casques VR, je sais plus comment ça s'appelle, Samsung, je crois, ou MetaQuest. Oui, voilà, peut-être, c'était ça, je sais plus. Et, mais en fait, au-delà des prix. T'as envoyé ça à 11 000 personnes, t'as dit Oui, en fait, on a fait un lancement interne. On a la chance d'avoir un très bel auditorium chez Free. On a fait un live avec 200 personnes dans la salle, mais aussi tous les collabs qui pouvaient se connecter. Et on a présenté en avant-première, avant de le présenter à l'externe, la campagne. Et on a lancé ce défi en se disant, voilà, on veut casser LinkedIn. C'était la punchline, et on veut que tout le monde fasse des posts. On va pas vous contrôler ce que vous faites, etc. Et on a eu des posts incroyables, des chansons, des mini fictions, des posts juste hyper émouvants en texte, parce que ça fait des personnes étaient là depuis 20 ans, 15 ans, 11 ans, enfin des histoires incroyables. Et donc on a eu plus de 300 posts natifs sur LinkedIn là-dessus en quelques jours. On a fait un petit concours là-dessus. Et à côté de ça, on a accompagné effectivement une tribu spécifique avec vraiment un accompagnement où on leur a donné les outils, les armes pour comprendre comment utiliser LinkedIn, pour bien communiquer. Okay. Et donc voilà, ça c'est quelque chose qui encore une fois qui est venu naturellement en se disant, bah si on a fait cette campagne qui est la première campagne marque employeur de Free depuis l'histoire de Free, depuis 25 ans on n'avait jamais fait une campagne marque employeur pour dire on est un employeur pas comme les autres. On a juste fait comprendre au monde qu'on était un opérateur pas comme les autres pendant très très longtemps. Et à côté de ça, bien sûr qu'il y avait un engagement déjà très fort de tous les collabs, mais cette campagne a ravivé aussi un petit peu le sentiment d'appartenance autour de ça, parce que écrire les choses, enfin, je vais pas vous l'apprendre, j'imagine, de dire les choses et de les écrire et ensuite les incarner, c'est plus simple quand c'est écrit quelque part et on sait pourquoi. Et donc cette campagne-là, elle a vraiment été très chouette. C'est sur les 3 années que j'ai passées chez Free, c'est vraiment une construction hyper chouette, et donc qui a mené
au croissant, parce qu'en fait, une fois que on a lancé ce format-là, il fallait continuer à faire vivre cette campagne-là à travers d'autres choses. Et on m'a proposé cette idée de vouloir toujours jouer sur la proximité, parce qu'on est, en fait, le truc c'est que parfois on veut toujours essayer et on le fait pas super bien tous les jours, hein, mais de ne pas être dans un prisme parisien de personnes qui sont derrière dans un bureau, alors que Free, 80% ou au moins plus de la moitié des personnes sont sur le terrain, sont dans les boutiques, sont en train de répondre à nos abonnés pour les aider et de les assister, et que toutes ces campagnes-là puissent exister sur LinkedIn, exister sur du digital, et qu'en fait eux ne voient pas physiquement. Et donc bien sûr que je peux pas aller voir 10 000 collaborateurs, mais le fait de faire cette proposition d'aller voir les gens sur le terrain avec l'excuse de leur apporter des croissants, avec toujours le côté vlog. J'avais déjà fait des vlogs un peu à titre personnel, de manière un peu spontanée quand je suis arrivé chez Free. J'étais un peu dans le deal de se dire bon, par ailleurs moi je fais un peu de contenu, donc je vais pas m'arrêter de le faire en arrivant, et ils nous ont dit fine, tant mieux si tu veux. Et du coup j'avais fait déjà pas mal de choses comme ça, et j'en faisais des posts LinkedIn, et donc les formats ils étaient pas forcément structurés en mode Free, mais ils étaient en mode Rassam chez Free raconte un peu son quotidien, et du coup ça avait bien marché. On m'avait dit bah garde ton côté vlog, c'est moi qui tourne, c'est moi qui monte, c'est moi qui avec l'équipe com, Quentin que je salue, on a un peu un duo, on part sur le terrain, donc bien sûr on travaille ça ensemble, mais c'est pas quelque chose où il y a de la post-prod, il y a un prestat, tout est in-house, avec à peu près zéro budget. Le budget c'est d'apporter les croissants, et je les mets pas toujours en note de frais, voilà. C'est bien, c'est toi qui les offres, ça fait vraiment Rassam rapporte les croissants. Exact. Ok, trop bien. J'aurais 1 million de questions. Je vais quand même me forcer à prendre un peu de hauteur sur la marque employeur, et après on va voir la suite. Qu'est-ce qui fait que tu sais qu'une campagne c'est une bonne campagne ou c'est une campagne pourrie, quoi? Eh ben, je déteste parler d'ROI des campagnes, parce que pour moi c'est très difficile de parler d'ROI d'une campagne de notoriété, une campagne de marque employeur. On pourrait se dire une bonne campagne, c'est une campagne qui convertit en taux de clic, en trafic sur un site ou en une landing page, ou en nombre de candidatures, ou encore plus loin 6 mois plus tard, parce que tu vas rétro-ingénierer le truc et regarder combien de gens que tu as recrutés. Ou 18 mois plus tard, tu vas encore plus loin et tu regardes combien de gens tu as gardé sur... Non. Bien sûr, ces KPI existent, et je pourrais te dire que c'est ça que je regarde. En vrai, non. De temps en temps, c'est ce que j'envoie à la direction comme KPI. Moi, le KPI parce que je suis pas non plus je suis pas venu à ces sujets-là parce que j'ai fait une école de marketing ou d'acquisition digitale ou de marque employeur dans mon métier. Je l'ai fait toujours par instinct de se dire ok, si je veux attirer les personnes que je veux attirer, si je veux convertir les gens qui postulent ou d'en avoir de plus en plus, parce que je suis au contact de ces gens-là via ma dominante recrutement. Ce que les gens veulent, c'est ça. Viens, on fait ça, et a priori, ça devrait nous aider. Et dans le cursus, dans le process de ça, par contre, ce qui est indéniable, c'est que les gens sont fiers, contents, heureux en interne, et ils sont plus fiers quand ta boîte et quand ton manager fait ces actions-là. Et je l'ai connu chez Doctolib. Je peux te redire rapidement en fait le use case très concret. Chez Doctolib, je parlais de 10 full stack par mois, etc. À un moment donné, effectivement, tu as fait le tour des Next 40 start de la French Tech, et tu avais tous les autres scale-up qui bombardaient les mêmes profils que toi, et tu voulais aller attirer des personnes qui étaient aux Pays-Bas, à Londres, aux États-Unis, et là-bas la marque Doctolib, autant en France ça faisait un peu rêver, c'était pas trop le cas là-bas. Il y avait ce sujet-là. Donc comment parler, attirer d'autres personnes qui sont pas en France. Et en France déjà, la compétition est tellement forte qu'on avait des offres rejetées, parce que on commençait à avoir des offres rejetées sur la base parce qu'on traquait tout ça, dans le process, j'ai vu que des hommes. Je n'ai pas vu d'action que vous meniez pour féminiser vos métiers tech. D'ailleurs, dans le panel d'entretien, il n'y avait aucune femme. Où je veux être dans une boîte qui a des actions D&I, etc. Et donc en fait, on a commencé à regarder ce sujet
dans l'équipe sourcing recrutement avec un cas très concret de terrain. C'était pas une gouvernance qui nous a dit c'est important, on est un employeur responsable, donc il faut faire ça. On est en train de perdre des talents. On perd des talents là-dessus. Les très très bons devs, ils pensent qu'il faut qu'on fasse ça. Si on veut avoir les très très bons devs, c'est une option, on le fait ou pas. Et par ailleurs, est-ce que c'est mal de le faire? Non, a priori c'est peut-être quelque chose qui peut nous rendre plus performants, donc viens, on teste. Et du coup on a commencé en fait à se projeter là-dessus, et du coup de créer une marque d'un côté pour des non-français, donc on a créé French Tech, qui est un peu une sous-culture de Doctolib, avec beaucoup de contenu, un blog, des conférences, des choses comme ça qu'on a créé pour que les non-français en anglais puissent lire des articles, voient nos devs dans des confs, etc. Et par ailleurs, pour l'écosystème, on a créé Women in Tech avec pas mal d'actions qu'on a mis en place, des objectifs de sourcing féminin, etc. Et on a créé une marque finalement qui était au-delà de la marque Doctolib, et c'est pour ça que moi je crois pas trop à la marque employeur, je crois à la marque métier, et je crois à la marque manager, parce que pareil, j'ai dû recruter beaucoup de recruteurs. Et c'était la même chose que pour les devs. J'ai voulu commencer à recruter des recruteurs de chez Facebook ou des trucs comme ça, ou de la big tech, et pour les attirer, c'était pas seulement Doctolib. Il fallait qu'ils se disent que les challenges de recruteurs chez Doctolib étaient les challenges que les très bons recruteurs voulaient avoir. Et donc ça, c'est de la marque métier. Il faut que ton métier, les très bons du marché se disent là-bas je vais grandir, où j'ai vu des gens très bons de mon métier que je suivais avant qui sont là-bas. Donc de fait la boîte doit être bonne, peu importe ce qu'elle fait. Alors bien sûr, si tu veux pas aller travailler en finance ou dans le pétrole, tu peux toujours dire, mais bon, globalement tu te dis que c'est bien. Et ensuite tu as la marque manager pour moi qui est très très forte aussi, et que j'ai dû développer comme un peu un défi au moment où je devais recruter beaucoup de recruteurs chez Doctolib, en disant mets-toi en scène, montre ces enjeux techniques de marque métier. Et en fait, en le faisant, j'ai créé un peu une marque manager, de dire by the way, c'est moi qui lead ces initiatives, c'est moi qui serait ton N+1 potentiellement, ou N-2 ou machin, etc. Et sur le leadership même, et le leadership que tu prends là-dessus. Et en fait, voilà, tu te dis, je peux rêver de bosser chez Coca-Cola, et quand j'arrive un jour chez Coca-Cola, je suis dans une équipe où je progresse pas, où mon manager, je l'aime pas, et du coup Coca-Cola devient beaucoup moins intéressant, ou bien je suis attiré par l'expertise de telle équipe chez Coca-Cola, ou tel manager que je suis depuis X temps, et du coup quand je suis dans cette équipe, Coca-Cola peut m'intéresser plus ou moins à un moment donné, mais ce qui me fait rester, c'est ça, tu vois. Et on dit souvent, tu sais, tu quittes un manager, pas une boîte, machin, etc. Donc c'est lié à ça. Donc marque employeur, c'est cool, marque métier, marque manager, c'est dans l'ordre des choses là-dessus que je regarderai en premier. J'ai l'impression que ça fait encore plus sens pour les super bons talents, parce qu'un super bon talent, là on parlait, on a comme client pas mal de boîtes du luxe ou d'autres qui avant attiraient énormément parce que c'était telle marque, et du coup voilà, et ils me disaient, avec les talents digitaux, ils s'en fichent de travailler pour telle marque que je peux pas forcément citer, parce qu'en fait un talent digital, il a surtout envie de savoir si la techno elle est bonne, ils sont agiles, ils peuvent délivrer des projets facilement, sans trop de politique, etc. Et du coup effectivement le fait de mettre l'accent là-dessus plutôt que sur la marque en tant que telle, c'est pertinent, mais je l'avais jamais conscientisé comme ça. C'est comme les cabinets de conseil. Les grands cabinets de conseil, tu rentres pour l'image de la marque, c'est un des Big Four, etc. Mais tu pries pour tomber sur le bon partenaire. Parce que la culture que tu vas vivre au quotidien va dépendre du partenaire sur lequel tu seras. Et quand tu arrives, tu es classé à gauche, à droite, et c'est pas toi qui décide. Et il y a des gagnants et des perdants. Et du coup, ça rejoint ton concept de marque manager. Non, mais c'est vrai. Et en fait, c'est aussi que quand t'es McKinsey ou BCG ou Doctolib ou Free, ça marche, parce qu'en fait les gens peuvent se dire, même si mon manager ou mon équipe est nulle, je veux faire 2 ans, 3 ans, 4 ans dans ces marques là, parce que je vais être plus employable. Un beau CV, mais si t'es pas une boîte connue, tu t'as plus rien en fait. Donc autant capitaliser sur des trucs que tu maîtrises, à savoir l'expertise de ton équipe, le management, le leadership de tes managers. Et après la marque, si elle est inexistante, au moins tu commences à la créer. Mais statistiquement, il y a plus de boîtes inconnues. C'est un bon exemple, parce que j'ai un bon ami qui travaille dans une grande boîte de conseil avec moi. Il a bougé pour aller dans une autre, et sa cible à terme c'était aller à McKinsey. Mais il me disait, je suis pas prêt.
Je fais, bien sûr que t'es prêt, ça fait 10 ans, t'es une machine. Il fait, non, je suis pas prêt. Parce que l'image de marque qu'il se faisait de McKinsey était tellement haute qu'il osait pas en fait franchir le pas. Il disait non, mais si pour que je sois rejeté ou bâché ou pour me griller en fait en interne, je pourrais jouer qu'une seule cartouche et j'ai envie de la jouer le moment où je serai prêt. Mais en vrai, il sera jamais prêt. Et tu vois, ça peut aussi l'image de marque te desservir pour certains profils qui se disent c'est trop haut pour moi. C'est vrai. En croyance limitante. C'est sûr qu'il y en a, de toute façon on le sait tous, il y a pas dans n'importe quelle boîte, il y a des belles équipes, des moins bonnes, des bons managers, des moins bons, et en fait on se fait souvent une idée de ces très grosses boîtes comme excellentes partout, alors que mais c'est un peu comme le fait de vouloir l'alignement parfait des planètes, tu vois, sur les valeurs quoi. Donc faut juste accepter que il y a aucun endroit où tu auras toutes tes valeurs alignées, et il y a aucun endroit effectivement où il y a que des stars, donc et tu peux toujours avoir un impact. Ok. Et t'es sur plusieurs médias, t'as lancé un podcast aussi. Je sais pas s'il est encore actif. En fait, on avait fait plein de podcasts différents avec Michael Sayad. On a lancé surtout un concept qui s'appelle Recruiters in the House, les recruteurs dans la maison, qui est parti de live sur LinkedIn et sur Twitch. Et ensuite, on a fait des interviews filmées. Ensuite, on a fait. J'ai pas retrouvé les lives sur Twitch. Je suis allé chercher. Ah oui, en fait, c'est parce que faut les supprimer. C'est sur notre YouTube, notre chaîne YouTube. Ah, sur YouTube. Ouais, sur YouTube, on avait fait peut-être une vingtaine. Okay. On faisait tous les vendredis ou les mardis. C'était quoi le concept ? C'était Rassam, Michael chez eux, chill. On parle cash, sans filtre. En plus sur Twitch où il n'y a pas de pseudo, enfin il y a les pseudos, donc les gens pouvaient se lâcher dans les commentaires. Et on invitait on faisait monter à chaque fois un invité qui est un peu une tête un peu connue du LinkedIn game, recrutement, ou un entrepreneur dans la HR Tech ou les trucs comme ça. Et on lui posait des questions très cash et voilà, sans fil, enfin sans avoir un format très structuré. Et en fait ça a beaucoup plu. Mais il y avait un objectif derrière. Est-ce que c'était de dire moi ça va me permettre aussi de pouvoir recruter ma propre team, enfin il y avait Non, à ce moment-là j'avais déjà un peu ce concept de chez Doctolib, j'avais un peu, mais c'était via des beaucoup en anglais d'ailleurs, à travers des posts, des vidéos, des articles. C'était encore la période où les gens lisaient des articles sur Medium ou sur LinkedIn un peu longs, donc c'était plus ce prisme-là. C'était la bonne époque. C'était chouette. Ouais, moi les deux me vont, mais c'est vrai qu'il y a à cette époque, je produis plus de choses maintenant où ça peut aller plus vite, mais c'est vrai que parfois ça manque d'écrire un article de A à Z où tu sais que les gens vont vraiment le lire. Et... C'est Substack maintenant. Hein? C'est sur Substack. Oui, ouais. Moi, je suis pas du tout, mais c'est vrai que à l'époque c'était Medium et LinkedIn et quand il m'a contacté, c'est Michael Sayed qui m'a contacté. Lui, il est aussi youtubeur sur One Piece, les mangas. Donc il a une chaîne qui est plutôt bien. Donc il est quand même assez en place dans les influenceurs One Piece. Non, parce que moi je connais rien là-dedans et je connais toujours rien là-dedans, je veux rien savoir. Et je le connaissais pas, mais il m'a dit moi j'ai 40 000 followers sur YouTube et je fais ça et je suis par ailleurs recruteur tech chez Content Square. Et ce que ça te dirait, je pense que j'ai envie d'appliquer ce que j'ai appris sur YouTube pendant Covid. Il a lancé ça sur le recrutement. Et moi je lui ai dit ok, mais j'ai pas le temps. Il m'a dit combien de temps tu penses pouvoir me donner par semaine? J'ai dit 1 heure par semaine. Il m'a dit vendredi 1 heure on fait un live test si tu veux. Et c'est ces moments, tu sais, où souvent tu dis ok, bonne idée, on déj ensemble à l'occasion et on en reparle. Sauf que là, je lui ai envoyé un Gmeet. J'ai dit on se connecte, on en parle tout de suite. Et j'avais même pas fini d'envoyer mon message. T'as le ding, il s'était mis à l'écran et là c'est parti, tu vois. Et on a parlé 10 minutes, on a vu qu'on avait le même flow, la même énergie. Et on s'est dit viens on Moi, à un moment je me suis dit ils sont potes d'enfance. Ah pareil. Convaincu que. Et puis on se ressemble aussi, on est tous les deux chauves, on a un peu de barbe. Et je me demande si le côté One Piece, tout ça, c'était pas que du bluff là. Parce que moi, convaincu que vous connaissiez depuis des années. Parce que vous êtes tellement complémentaires tous les deux. Ouais, on a trouvé une complicité assez forte, très vite, mais ça fait, en l'occurrence, 3-4 ans maintenant qu'on se connaît, ouais. Juste pour finir sur cette partie marque employeur, si. Moi je vois quand même un gap entre ce que vous faites chez Free, parce que je comprends que t'es pas tout seul sur cette partie-là, et ce qu'on peut voir en corporate dans d'autres entreprises. Qu'est-ce que tu conseillerais un leader marque employeur qui soit jeune, pas jeune d'ailleurs, peu importe, mais qui a un peu les crocs, qui a envie de faire quelque chose de différent, mais l'entreprise culturellement elle est pas du tout prête encore?
Déjà, je dirais d'essayer de trouver la ligne d'authenticité la plus réelle, quoi. C'est-à-dire que ça sert à rien, effectivement, si je vais pas citer de nom parce que aujourd'hui c'est même plus vraiment vrai. J'allais dire BNP, mais c'est même pas vrai aujourd'hui chez BNP. Mais dans une grosse banque, un stit qui a une tolérance au risque très basse, ça sert à rien de vouloir faire un concours de rap, machin, etc. Et c'est faux aujourd'hui parce que LCL et tout ça font des concours de rap dans les trains maintenant. Donc aujourd'hui, en fait, on est à l'ère où tout est possible. Ouais. Donc quand même, premier message, c'est optimisme, espoir. Fais de la veille, montre que leurs compétiteurs majeurs le font déjà. Et là où c'est peut-être qu'ils ont juste des œillères et ils n'ont pas vu que il y en a qui ont déjà pris beaucoup de pas de côté. Donc que c'est possible. Mais que si c'est pas possible et que in fine c'est pas ce que veut faire ta boîte, sois pragmatique. Je reviens toujours sur t'es là pour servir les objectifs de ta boîte. Si c'est pas les objectifs de ta boîte, ne t'acharne pas bêtement. Soit tu t'alignes, soit tu peux te laisser aussi. Oui, en fait, c'est disagree and commit. C'est-à-dire, sur le coup, on peut ne pas être d'accord. Va dans le sens de l'objectif qui te dit, tout en influençant incrémentalement chaque petit moment que tu peux, et tu verras que tu dévies d'un petit % chaque jour, chaque semaine, et que en fonction de ton influence et ouverture d'esprit de la boîte et des résultats que tu as, en quelques semaines ou quelques mois ou quelques années, t'as dévié cette trajectoire et tu l'as rapproché un peu vers ton centre névralgique à toi. Donc bon, c'est un peu conceptuel ça, mais de manière plus concrète, de trouver le meilleur compromis d'authenticité et de tenter des petites choses, tu vois. Ça sert à rien de dire viens on lance un podcast, on fait une émission, on prend des locaux à 15 000 € pour faire un truc. C'est le plus petit truc que tu peux faire. Et donc pour du recrutement, c'est ce qui était mon cas, c'était pas de faire une vidéo pour l'externe, parce qu'en fait c'est souvent l'externe qui fait peur. C'est à partir du moment où c'est public, n'importe qui peut le consulter, ça fait peur. Tu verras souvent que les équipes com ont le nez souvent sur tout ce qui va sur LinkedIn, tout ce qui est sur le site carrière, tout ce qui est sur le truc, mais ne regardent jamais ce que les recruteurs envoient aux candidats en message privé. Et les recruteurs se font grave plaisir. Ils envoient des liens YouTube, ils se font des messages totalement barrés, ils font des chansons avec ChatGPT et ils envoient ça. Et donc, regarde ce que tu peux faire off the radar dans un premier temps, où tu peux tester plein de trucs super cool et tu vas avoir un premier ROI, NPS de l'expérience candidat, du recrutement, des équipes, des managers. Et deuxième point, avec ton manager, t'as un client interne, et au lieu de lui dire on va faire une vidéo sur YouTube ou LinkedIn, sors ton téléphone et tu dis là tu viens de me briefer sur le fait que tu veux recruter, viens en 30 secondes redis-moi ce que t'as dit, ça c'est ce message là que je vais envoyer au candidat, ou avant de te recevoir, pour qu'ils puissent se préparer, tu peux leur dire voilà, tu vas bientôt avoir un rendez-vous avec moi, t'as sûrement parlé à Paul il y a quelques semaines, j'ai hâte de te rencontrer, Paul va t'envoyer tel lien pour que tu puisses te préparer à un rendez-vous. L'expérience candidat est incroyable, toi tu t'es testé à filmer un truc et peut-être faire un petit montage, et si c'est nul c'est pas grave, personne va vouloir le regarder parce que tu l'envoies juste dans des mails ou des in-mails à quelque chose qui est pas public, et la proba que ce truc là se retrouve sur Twitter, oui mais le candidat peut l'envoyer, ou elle est tellement faible que de toute façon tu peux y aller, faut prendre des risques. Et une fois que t'as un petit case qui marche bien, t'as un allié interne qui te dit ah putain, le recruteur là il m'a fait sortir de ma zone de confort, c'était sympa, et en vrai c'est utile parce que les candidats ont des trucs, j'ai pas besoin de le redire 1000 fois à tout le monde. Toi t'as un recrutement que t'as fait grâce à ça, et ensuite tu dis pourquoi on testerait pas de faire ça demain dans un post LinkedIn ou sur notre site carrière, et pourquoi on mettrait pas cette préparation sur un article de notre site carrière, tu vois. Donc voilà. J'ai un peu l'impression que c'est un mindset de hacker stratégique. Pas le hacker qui va faire n'importe quoi et où tout le monde va dire non mais en fait il nous saoule. Donc t'es très stratégique dans le fait que tu vas pouvoir influencer au final, et que tout le monde se dise ah bah oui c'est vrai que ça fait un an que Rassam il nous dit que ça il faut y aller, et par des petites actions maintenant c'est un peu explosé. Totalement, je pense que c'est ça, c'est un mix entre le pirate et le stratège. Et moi j'avais authentique et spontané, tu vois. Exact, c'est vrai. Lumière et ombre, eau et feu. Ok. Non, mais c'est cool. Parce que on a aussi d'autres exemples. Après, on va arrêter sur la marque employeur où tu sens que c'est
Moi, j'ai eu presque maintenant des amis, mais à la base, c'était des clients qui nous disaient, en fait, on a très peu. En fait, ils sont un peu dans une dynamique qui est light, parce qu'ils ont peu de budget, du coup, ils peuvent faire de choses. J'ai l'impression qu'ils se laissent pas l'opportunité de dire, en fait, allez, on change de rythme, on fait x10, on va tenter des choses. Et c'est quoi le prénom que t'as non, mais en fait, je pense qu'il y a des choses de ouf à faire. Et en fait, je me dis, comme c'est dur, les boîtes qui le font, elles ont un avantage compétitif de ouf. Ça veut dire que là, en réalité, ce que vous avez créé chez Free, avec ce personal branding, avec ces histoires, etc., le temps que les autres se réveillent pour le faire, vous avez 1 an, 2 ans, 3 ans d'avance. Et surtout, vous avez la capacité d'aller encore plus loin à chaque fois. Donc, moi, le message que j'ai envie de partager, et c'est un peu l'objectif de ce podcast, c'est si vous faites de la marque employeur aujourd'hui, alors déjà, suivez Rassam, inspirez-vous, et le côté pirate, un peu stratège, ça vaut le coup. Et il faut pas se laisser, pour moi, bouffer par le rythme corporate. S'il y avait pas de marque employeur avant, de garder ce même rythme, je pense qu'il faut... si vous avez envie d'être OK pour casser ce rythme et essayer de sortir quelque chose de différent, quoi. Et le trade-off, c'est pas forcément prendre beaucoup de risques ou prendre beaucoup d'argent. Ça peut être zéro budget et zéro prise de risque, comme on vient de le voir. Un téléphone, un canal de diffusion qui est quasi privé interne. Et ensuite, on itère et on ouvre le champ des possibles, et on peut mettre plus de budget, on peut prendre plus de risques derrière. Et bien sûr, c'est plus facile quand t'es free. Bien sûr, c'est plus facile quand ton culture de la fondateur, c'est Xavier Niel. Bien sûr. Et Xavier et Free n'a pas attendu Rassam pour être drôle, subversif. C'est vrai que c'est drôle, subversif, et décalé. Je me souviens de la pub à 2 €. Ouais, c'était un truc de fou. On payait 50 € notre forfait téléphone, 2 €. Enfin c'est sûr que t'es dans un contexte qui est aussi propice. C'est peut-être pour ça que t'as choisi aussi cette boîte. Ouais, j'ai choisi la boîte, et pour autant, ce que je fais, c'est pas, ça vient pas d'en haut. Et eux, enfin quand je dis eux, c'est un grand eux, tu vois. Mais genre typiquement, s'il faut nommer, je pense que Xavier n'en a rien à fiche des croissants, ou que je fasse le mariole sur LinkedIn. Il dit ni non ni oui. Il dit, si vous faites à un moment donné, si ça marche, tant mieux. Donc la perf est là. Et en fait, par ailleurs, lui, il est sur d'autres enjeux qui nourrissent le fait que Free est une marque incroyable, avec des résultats incroyables depuis 25 ans. Chacun a une sphère d'influence et d'impact. Lui, c'est pas forcément la marque employeur et la com et les RH son mantra. Il est sur autre chose. Mais pour autant, il y a des gens comme je peux faire partie, qui peuvent avoir plus d'expertise là-dessus, et ils ont une liberté d'action qui est assez grande. Trop cool. C'est une belle porte ouverte sur la marque employeur. J'ai une dernière question sur la marque employeur. Vas-y. Ouais. C'est parce que j'ai lu j'ai entendu entre les lignes tout à l'heure que t'avais un côté introverti. Ouais. Et du coup, t'apparais hyper extraverti sur les réseaux. Oui. C'est quoi le déclic qui t'a fait dire je me lance? Parce que ça, plein de personnes n'ont pas ce déclic. Ouais, il y a 2 choses. C'est que je suis un ancien rappeur. J'ai fait beaucoup de rap dans ma jeunesse, et donc le rap, c'est la prise de risque de te mettre enfin le rap de mon époque, le rap de mon époque, c'est quoi? C'est si tu ça clash, ego, il y a clash, open mic, tu vas dans des endroits, tu dois faire passer ton CD, ton SKE, tu discutes pour que les gens t'écoutent un peu, et tu fais des scènes, quoi. Tu vas sur scène et tu prends un mic et tu rappes avec ou sans instru. Et donc ça, pendant que par ailleurs effectivement t'es introverti, mais tu es dans la performance de ce moment, parce que c'est plus fort que toi, c'est une passion, et moi ça a toujours été ma colonne vertébrale, le rap, donc il y a aucun souci là-dessus. Donc ça, premier truc, c'est que j'avais quand même ce truc de bon, t'as ça quand même, donc bon, finalement, tu vois, prendre un micro, tu vois, l'objet microphone est un objet qui me parle, tu vois. Donc après, dire des mots intelligents comme aujourd'hui versus lâcher un freestyle spontané, c'est différent. Mais donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est ce qu'on disait, c'était le cabinet, le cold calling, la prospection. J'ai eu ce déclic le jour où j'ai passé ma journée à ramper par terre, parce que des DSI me disaient non, mais j'ai pas le temps. Non, mais écoutez, putain, ah oui, désolé. Toute la journée, j'étais là, je me dis merde, en fait, c'est quoi le truc et tout. Et je prends le train de la Défense pour rentrer chez moi.
et je rentre dans le train en même temps que tous ces costumes cravates, sacoches, des DSI, des DRH de partout, quoi. En gros, ma liste de prospection de la journée, elle est dans le train. Sauf que dans le train, on a un rapport du réel. Le rapport du réel, il est pas exactement pareil. Quand il y a qu'une place sur le strapontin, quand j'arrive en face et qu'on se regarde, parfois la personne fuit. Parce que et je sais pas parce que je lui fais forcément peur, mais dans un écosystème du réel, le rapport de force est un petit peu inversé. Et sur le chemin, je me disais mais en fait demain je vais les appeler et en fait c'est lui que je vais appeler. Et donc pourquoi à ce moment-là moi je vais et donc ça m'a donné cette assurance et donc aujourd'hui je pense que je suis toujours au fond de moi plutôt un introverti. Pendant très longtemps, j'espérais que les clients répondent pas. Quand j'avais un candidat et que je toquais à la porte, parce qu'avant c'était un peu comme ça, tu vois, il s'était installé, t'arrivais dans la porte, j'espérais qu'il soit pas là. Un peu comme tu t'espères qu'un prof soit absent, tu vois. Pendant très longtemps, j'avais ça et je l'ai encore un peu, tu vois. Franchement, je me fais bien chaque matin. Quand je fais les croissants, quand je fais un truc ou quand on me dit attends viens, prends le micro, chauffe un peu tout le monde et tout. C'est ok, vas-y, on y va, tu vois. Mais quand j'y vais à fond et je le fais, tu vois. Et je prends plaisir. Et c'est pas du tout une souffrance, mais c'est un paradoxe. Mais aujourd'hui, je l'assume totalement. Je suis un mec qui à la base aime pas ça, mais qui a pris goût, qui a pris goût à prendre la lumière, voilà. Ouais, non, c'est cool. On est raccord. On en parlait tout à l'heure pendant le déjeuner. Il y a un peu un modèle qu'on aime bien. C'est un modèle qui fait que t'as un potentiel que souvent tu sous-estimes et que tu peux amener un cercle vertueux ou un cercle vicieux en fonction des actions que tu mènes, des résultats que t'as. Donc ça veut dire que si tu testes un truc, que ça marche pas, tu vas te dire qu'en fait tu vas croire que t'as pas de potentiel, puis après tu vas le faire de moins en moins, etc. Et par contre si tu fais des actions et qu'en fait ça marche, tu vas changer tes croyances, tu vas dire mais en fait je suis capable de le faire. Et nous on aime bien justement faire tourner ce cercle vertueux en disant on fait des actions, tu réussis, tu crois que tu peux le faire, tu crois que tu as plus de potentiel, tu fais plus d'actions, tu réussis, etc. Plus grand, et tu t'élances. En fait, ce que je comprends, c'est que le fait de te lancer dans ce job, je sais pas si tu savais ce qui t'attendait ou quoi, mais c'est que tu t'es lancé et il se trouve que t'as eu tes premiers succès parce que en stage t'as eu 9 000 euros de prime, ça veut dire que tu t'es quand même donné quoi. Fois 30 sur ton salaire. Hein. Oui, j'ai dit fois 10 tout à l'heure, mais je sais pas trop bon. Non mais trop cool. Ça va donner beaucoup de force je pense aux gens qui sont peut-être introvertis, qui se disent qu'ils peuvent pas y arriver. En fait l'idée c'est lancez-vous sur une petite chose et assurez-vous que ce soit un succès et après mais c'est un peu ta stratégie quoi. C'est la même chose. Globalement c'est ça. Que la marche soit pas trop haute parce que si tu tombes ça fait pas trop mal et que tu vas casser ta croyance limitante comme ça Et en fait, ça fait très un peu conceptuel, un peu pensée positive, mais en fait, c'est essayez-le et petit à petit, vous verrez que en fait, ce qui paraît un peu bisounours, en réalité. Et bisounours parce que ça a quand même marché, tu vois. Donc je sais pas comment dire ça, mais les choses les plus simples sont les plus difficiles à faire. La plus grande conf que t'as fait au Sosu peut-être en termes de people, de personnes en face de toi. Là récemment, initialement j'avais fait le Grand Rex quand la première fois que j'ai dû faire un talk / rap, c'était au Grand Rex. Après, on a eu la chance de faire le ministère de l'économie par exemple, qui était en termes de symbole pour moi hyper fort. On a fait effectivement à Sosu Amsterdam une salle super cool. On a fait le théâtre de la Madeleine récemment. C'est combien de personnes le max que t'as fait 700-800 personnes je pense. Bravo. Comme ça, c'est énorme, bravo. Ouais. Ou peut-être c'était au salon HR Tech à Porte de Versailles, il y avait plus de monde tout le monde globalement, mais en fait mais parce qu'on a fait un petit peu du bruit dans le salon. Okay. Mais ouais c'est cool et puis c'est vrai que c'est pas du tout, moi j'aurais pas misé un copec sur le fait au moment où j'ai raccroché on va dire le mic et mis le costume de me dire 20 ans plus tard je vais pouvoir autant mélanger une passion avec le boulot. C'était improbable. Mais c'est par audace, c'est par chance. Et puis l'audace, on en parlait un peu en off, tu vois, avec pour ceux qui ne voient pas la caméra derrière, je suis accompagné d'un stagiaire de seconde qui est en stage d'observation avec moi depuis quelques semaines. Paul, qu'on salue. On n'appellerait pas Paul. Est-ce qu'on n'appellerait pas Paul si tu veux venir quelques secondes à côté de moi pour qu'on parle de. Tu racontes ton histoire. Ouais, raconte l'histoire parce que je trouve que elle renvoie. Elle fait peut-être le tour par là. Péter les câbles. Attention au trépied. Un mix d'audace, on va se mettre comme ça tous les deux, non ? Ouais. Trop bien.
Est-ce que tu présente-toi peut-être rapidement déjà. Donc je m'appelle Paul, je suis en seconde et du coup parle bien devant, ouais. Okay. C'est vraiment Et donc je suis auprès de Rassam là pendant 2 semaines. Mon père avait envoyé un mail à Xavier Niel et donc qui m'avait recommandé auprès de Rassam donc. Et ce qui m'a permis d'obtenir un stage chez Free pendant 2 semaines. Il avait dit quoi dans ce mail? Ouais. Je sais pas si toi t'avais lu ce mail parce qu'en fait, du coup, il y a moi le mail, il a retenu l'attention de Xavier. Bon, Xavier qui lit tous ses mails et répond à tous les mails, c'est un peu la légende qui est vrai aussi, mais c'est à travers ce prisme donc ton père qui envoie ce mail. Assez long mais assez drôle et en même temps assez audacieux de voilà mon fils fait telle chose, il adorerait faire un stage chez vous. Ton père connaît pas du tout Xavier quoi. Oui, d'ailleurs faudrait lui demander après il le donne partout Xavier @free.fr son mail donc Xavier qui envoie ce mail à Nicolas Thomas, notre CEO France. Nicolas qui me l'envoie en disant c'est pas mal le mail de son père quand même, il est drôle, il est bien et tout, et du coup je regarde ça et en fait je commence à dire je vais l'appeler et entre temps son père m'envoie un message sur LinkedIn en découvrant mon profil, le fait que je fasse de la musique et des rap, parce que Paul sa passion c'est le beatmaking aussi puisque t'es beatmaker à côté. Okay. Et il dit en fait c'est l'alignement des planètes, il faut que ça soit chez Free et il faut que ça soit avec vous Rassam qui fasse son stage d'observation. Il est bizdev chez qui ton père? Il a été très bon et après on a discuté un petit peu et puis bien sûr il faut vouloir que ça passe aussi pour que ça se fasse mais trop bien. Il faut pas se dire que ces petites anecdotes peuvent forcément toujours marcher, mais à un moment donné il faut un mix d'audace, de chance et de taf quoi. Et donc, pour gagner il faut jouer donc exactement. Ah, c'est cool. Ouais, et puis un stage de 15 jours d'observation, c'est pas comme s'il avait gagné au loto non plus, tu vois, mais c'est cool. Mais c'est cool de se dire petit loto quoi. Et tu sais ce que tu as envie de faire plus tard ou pas encore trop? Moi pas trop. OK. C'est à peu près vers comment orienter en termes d'études mais OK. Il y a le temps. Ouais, on va mettre le lien de son Beatstar en commentaire. Pour le beatmaking, trop bien. Je vous laisse. Ouais, c'est cool. Mais merci Paul pour le partage. C'est une belle histoire, effectivement, c'est une belle représentation de l'impact que peut avoir l'audace. Parce que ce mec va devenir le prochain Head of Recruitment. Et pourquoi pas, ça se trouve aujourd'hui en écoutant le recrutement, les RH, c'est sympa. Le déclic, il est là. Mais écoute, c'est encore mieux parce qu'on voulait inspirer les futurs leaders RH, mais on a aussi envie d'inspirer des personnes qui se disent les RH, qu'est-ce que c'est est-ce que ça va m'intéresser? Si on arrive à atteindre ce niveau-là avec Dimension RH et que ça devient le podcast numéro 1 en France, que les gens ont envie de venir RH, franchement on aura atteint un super niveau. Donc on sera fiers. Première brique, premier succès peut-être à suivre. Du coup, faut suivre Paul Jeunesse sur LinkedIn. Attends, je regarde juste l'heure parce que il va falloir qu'on parle de la culture. On a touché un peu du doigt. Moi j'avais juste une question. C'est qui le meilleur rappeur français? Pour moi c'est Salif parce que c'est un ancien rappeur qui n'existe plus dans la scène musicale mais c'est un rappeur du collectif For My People pour ceux qui connaissent, Pont-de-Sèvres, Boulogne, Zoxy et son groupe est Nisé avec Excess pendant des années, ils ont chanté ensemble et c'est pas quelqu'un de mainstream mais c'est quelqu'un qui d'ailleurs récemment dans la sphère rap française tout le monde le dédicace un peu comme et tout, presque ça m'agace parce que à quel point moi c'est le maître de la rime multisyllabique par assonance, c'est le maître du rap hardcore avec un fond très bitume, très street. Voilà, Salif, SALIF, c'est pour moi le dédicace à Salif sur Dimension RH. On va le faire venir. Voilà, si quelqu'un connaît Salif, envoyez-lui ce message. Faut qu'il vienne à Dimension RH. Non, je connais pas Salif. Pourtant, j'ai écouté beaucoup de rap dans ma vie. Un peu moins maintenant, mais ouais. Mais si moi je n'aime pas le rap. Là c'est vrai. Écoute, je suis à team électro moi. Et tu aimes Marseille aussi, vas-y, allez. Mais
Ça prend un maillot, à jamais les premiers comme on... Et non, mais c'est un très bon point, le fait que, en fait, tu vois, pour moi, le rap, c'est un canal, et ça peut être l'art, la peinture, le rock, etc. Pour d'autres, évidemment que c'est pas le sujet du rap en l'occurrence, et que pour faire les choses différemment. C'est juste que t'aimes, et c'est autant. Et du coup, en fait, pour être authentique, t'as partagé ce que t'aimais, quoi. Exact. Ok. Alors, au niveau du timing, je pense qu'on est, normalement, c'est censé finir à 16h et 15h33. Ouais. Donc on peut peut-être, enfin, voilà, juste pour l'avoir en tête. Quand même. En culture, on en a pas mal parlé en tâche de fond. Peut-être juste que tu peux nous expliquer sur la culture entreprise, parce que c'est quelque chose d'assez méta et abstrait en général. Mm-hmm. Comment toi tu joues dessus à ton niveau? La culture d'entreprise, c'est un mot d'ailleurs que tu vois, dans mon titre il y a culture, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser vraiment en interne chez Free. Pas de projet qui découle de ça. Ouais, en fait, pour moi c'est important, évidemment, la culture, l'ADN d'une entreprise, sa vision, sa mission, sa raison d'être doit être quelque chose d'identifiable, d'identifié en interne, mais elle évolue tout le temps. Et donc en fait, ce qu'il faut faire attention, la culture c'est pas quelque chose de figé, c'est pas de l'histoire, quoi. C'est pas genre on est comme ça donc il faut rester comme ça, et que si à un moment donné il y a un truc qui va pas, il faut absolument revenir à cette culture de base. Mais c'est bien de revenir à l'essentiel pour ensuite voir comment on se réinvente, qu'est-ce qu'on doit changer, etc. Et donc faire vivre la culture d'entreprise, c'est voilà, toujours être le facilitateur d'un message qui parfois au niveau de la direction, des orientations stratégique, des big boss, peut être secrète parce que c'est confidentiel, secrète parce qu'elle n'est pas encore vraiment sèche, ou simplement parce que on n'a pas le temps de la communiquer, avec les collaborateurs du quotidien, les managers qui doivent déployer cette culture et cette vision dans des choses pratico-pratiques qui sont pas simplement des grands mots, et donc faire vivre tout ça, l'incarner. Et donc les différents sujets dont on a parlé, qui sont peut-être un peu plus de l'ordre de la communication et un peu superficiel parce que c'est du contenu, ça paraît parfois un peu superficiel, mais au final l'idée c'est toujours que ça soit rattaché à quelque chose qui est fondamentalement dans l'ADN de la boîte qu'on représente, je trouve. Si tu devais l'illustrer en tant que hacker stratégique, c'est ça? Ou pirate stratégique, ouais. Par quoi ça se matérialise chez Free? Chez Free, on parle de quoi quand on parle de la culture? C'est d'être un peu le troublion d'un sujet, d'arriver et de faire un pas de côté, et quand on arrive, plus rien ne ressemble à la façon dont les choses étaient avant. C'est de ne pas vouloir forcément faire des choses qui soient avec, je dirais, avec frugalité, c'est-à-dire que de faire bien, mieux, avec parfois moins en termes de budget. Comme on vient de le faire en fait à l'instant, là, en invitant Paul, c'était pas du tout. Ouais, oui, aussi c'est un trait culturel. C'était là dans l'instant. Frugal aussi. Ouais, frugal, ça coûte rien, on le fait. Non, mais et je dirais que c'est de maintenir un certain niveau de chaos dans une structure, tu vois. Et donc c'est pas parce qu'on grandit, on devient une grande boîte qu'il faut complètement oublier la capacité à prendre des risques, à aller très vite et rester agile, même si c'est un peu un grand mot. C'est une culture hyper forte. Tu vois, c'est vraiment, en fait, quand tu disais au début, ça peut évoluer, etc. Ouais. D'un point de vue extérieur, j'ai l'impression que pour le coup, elle est ultra identifiable, la culture de Free, quoi. Ouais. C'est le côté audace, justement trublion, provoque. Enfin, il n'y a pas plus de trublion comme CEO. Je sais pas si c'est CAC 40 ou pas, mais enfin, il n'y a pas plus de trublion d'un point de vue extérieur que Xavier Niel. Tu vois, tu verrais pas le patron de Total faire un Xavier Niel en disant, enfin, toutes les, tapis, ouais, voilà, c'est ça. Mais du coup, la culture, elle est quand même particulièrement forte, quoi. Bien sûr, elle est forte. Bien sûr qu'elle est forte, mais Xavier Niel n'est pas Free. Free, c'est 12 000 collaborateurs, n'est pas que Free. Xavier Niel n'est pas éternel. Xavier Niel aujourd'hui n'est pas aux commandes opérationnelles. C'est notre actionnaire principal, c'est le fondateur de Free. Il est bien sûr très présent et il regarde de très près l'évolution de la boîte. Mais on a un CEO groupe, Thomas Reynaud, un CEO France, Nicolas Thomas. On a une députée CEO, Aude Durand. On a des collaborateurs sur le terrain qui font
vivre ce quotidien. On a des gens qui sont en contact direct avec les abonnés et qui finalement a le plus d'impact dans une journée sur ce que les gens vont retenir de Free. Bien sûr que certains vont peut-être regarder le fil Twitter de Xavier et rigoler un peu en se disant bon, Free c'est quand même des malades, mais si dans la même journée ta Freebox ne marche pas et que tu as eu 5 personnes du service client, à la fin, je peux t'assurer que tu vas parler beaucoup plus à ton entourage de ce qui s'est bien passé ou mal passé avec le service relation abonnés de Free que le tweet que tu as lu de Xavier. Donc en fait la culture, bien sûr qu'elle est aujourd'hui identifiable, mais le fait qu'elle perdure et qu'elle s'adapte dans un business, un monde totalement mouvant, elle ne peut que se faire par une intelligence collective, et c'est ça le rôle que ce soit de mon équipe ou globalement d'une fonction RH, je trouve, c'est de traduire en temps réel cette réalité à des processus du quotidien et très concrets pour les gens. Et est-ce que la culture et le fit culturel est étudié dans les recrutements? Oui. D'ailleurs, on appelle ça le freeling. Alors, c'est pas quelque chose qu'on fait de manière dogmatique, systématique. Il y a rien de dogmatique et systématique chez Free. Il y a une réalité qui peut exister ici et pas forcément là-bas, mais globalement, c'est quelque chose qu'on il y a vraiment un chaos assumé. On met le free. Chouette. Oui, un chaos qu'on organise en continu. Mais le freeling, c'est quoi? C'est globalement quelqu'un qui est galvanisé quand il n'a pas forcément une vision claire d'où il doit aller versus quelqu'un qui est stressé par ça. C'est des curseurs, quoi. C'est des tendances. Et ça, vous l'identifiez. Vous essayez d'identifier. On essaie de l'identifier. On essaie d'être le plus honnête possible en entretien avec les candidats sur ce point-là. Ça va être le bordel. Déjà, première action. Comment tu te sens? C'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à dépeindre un tableau qui peut paraître un peu noir en entretien, à dire pas sur tous les postes, pas sur tous les profils, bien sûr, mais de dire que chez Free, il y a plein de choses qu'on peut penser. Moi, quand j'ai fait le choix de partir de Doctolib à Free, beaucoup de gens m'ont dit, oh là là, tu vas dans un grand groupe, tu sais, les process, les machins, les réunions, les trucs et tout. En réalité, j'ai rien trouvé. J'ai trouvé plein d'autres défauts chez Free, mais pas ceux d'un truc de grosse boîte, tu vois. Et donc ça, faut essayer d'être au maximum honnête avec. Et je dis pas de toujours dire la vérité. Il y a une différence entre vérité et honnêteté. L'honnêteté, c'est en gros ce fameux équilibre à trouver entre ce que je vais raconter et dans l'intérêt commun du candidat et de nous de notre côté, tout ce qui n'est pas dans l'intérêt du candidat, comme un feedback non demandé, ou de dire le business plan bancal de je sais pas quelle équipe, c'est du bruit, c'est de la vérité pour de la vérité, ou ceux qui disent je veux être authentique. Donc d'être honnête et après d'essayer de trouver quand même les gens qui se subliment dans ce genre de contexte. C'est mieux que ceux qui se renferment. Ok. Cool. Je pense que ça fait une transition vers la dernière partie là. On va. La culture, on la vit tout du long de l'épisode. Ouais, c'est vrai. Et merci pour ça. On va faire un petit. On va quand même prendre le temps après de conclure. Donc on se laisse porter et il y a quand même un axe effectivement qu'on voulait voir, c'est le monde du recrutement en 2025. Ouais. Qui a. J'ai posé une question fermée. Enfin bref, par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Et même au-delà du monde du recrutement en 2025, parce que ça, à la limite, les gens qui nous écoutent, s'ils sont recruteurs, ils le savent. Moi, j'aimerais plus parler du RecOps directement. On va rentrer dans le truc un peu geek, vu qu'on va avoir moins de temps. C'est quoi toutes les punchlines de Marseille. Hein. C'est quoi le... Tu veux vraiment le... Ah, jamais la première. C'est quoi le RecOps? C'est quoi son impact? À quoi ça sert? Ouais, écoute, moi je suis très curieux. J'ai presque envie de vous demander de définir votre version du RecOps, parce que je pense qu'on a chacun des versions assez différentes. On a la même, mec. On a la même. Mais vas-y, je peux y aller en premier quand même. Mais le RecOps, moi je l'ai découvert chez Doctolib, dans un moment où on avait principalement des questions autour de l'ATS. Donc l'ATS étant Applicant Tracking System, le RP des recruteurs, le CRM des recruteurs.
et on voulait sortir des datas, des reports, des tendances, et on n'arrivait pas forcément à voir ce qu'on voulait, etc. Et donc on a commencé à se dire il faut regarder ça de telle manière et extraire ça, peut-être le rebasculer dans telle façon, slice and dice l'information de telle manière. Et puis petit à petit il y a des outils du marché qui ont commencé à se dire on peut rajouter telle fonctionnalité dans votre ATS pour sortir cette information. Les ATS se sont commencé à mieux se doter de ces fonctionnalités, et carrément des rôles se sont créés autour de l'outil ATS et le reporting des recruteurs sur le nombre, je dis n'importe quoi, top of funnel, combien de candidatures on reçoit, les conversions de ce funnel là au fil de l'eau, ou bien sur simplement dans un process, à partir du moment où on discute avec quelqu'un et qu'il arrive au niveau de l'offre, quelles sont les étapes et quand est-ce qu'on les perd, pour quelles raisons, ainsi de suite. Et ça, c'est comme ça que moi j'ai découvert le RecOps. Et quand tu l'as découvert, tu t'es dit quoi? C'est du génie ou alors ça sert à rien? Ah ouais? Non, pas du tout. En fait, je l'ai découvert en appliquant le sujet avec quelqu'un qui ne nous écoutera pas parce qu'il est plus trop sur LinkedIn, etc. Mais Tris Reville, qui pour moi a été un mentor sur plein de sujets, qui était un des premiers sourceurs de Indeed à Dublin, que j'ai eu la chance de voir en conférence de nombreuses fois, et j'ai même eu la chance et l'audace de lui proposer de le recruter chez Doctolib à un moment où personne pensait que il pouvait être employable en interne, encore moins dans une start-up française. Et Tris Reville, pendant 1 an et demi, on a bossé ensemble, et en fait lui il m'a appris le concept de rétro-ingénierer des data recrutement pour prédire le nombre d'inputs qu'il fallait mettre pour avoir un output. Donc si je veux recruter 10 full stack, des choses qui existent assez bien, je dirais, en sales et en marketing depuis des années, mais qu'on n'avait pas vraiment appliqué au recrutement, à savoir, si je regarde les 6 derniers mois, pour faire un recrutement de full stack de niveau 3 à Paris, il te faut 100 messages, 80 screen téléphone, 25 on-site, X offres, et au final pour en faire ton funnel du coup que tu refais. Et tu refais ton funnel comme ça, et tu dis et du coup si sur le quarter X ton boss te demande de faire X recrutement à Paris de level 3 de full stack, et tu rétro-ingénières ces informations. Si tu en veux 3, ça veut dire qu'il faut 900 messages envoyés, ainsi de suite, et à un moment donné, combien de personnes dans l'équipe aussi, combien d'équipes, et du coup est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, est-ce que ton pool d'interviewers parce que pour faire 25 on-site, déjà tu me disais à l'époque que tes équipes faisaient trop de code review, passaient trop de temps en entretien. Là si tu veux faire autant de résultats, on va tripler ça. Est-ce que tu es prêt, est-ce que tes équipes sont prêtes, oui, non, etc. Et donc après tu as toujours des alternatives, des options sur la table, mais globalement moi c'est comme ça que je l'ai découvert. Et du coup cette espèce de boule de prédiction qu'on avait avec un tableau qu'on avait créé et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et après, aujourd'hui, je pense que le RecOps s'est enrichi de plein de choses, je dirais, qui sont du domaine du talent marketing, des job boards, de traquer le coût d'acquisition d'un CV, etc. Et qui sont même dans une certaine mesure tout l'apanage de la formation, documentation, knowledge management autour d'une équipe talent et recrutement. Et donc avec beaucoup d'outils tech aussi qui ont été créés là-dessus. Mais à la base, moi c'est comme ça que j'ai découvert le RecOps. Ok, trop cool. Et est-ce que je sais pas si tu as une vision claire de comment ça se passe dans les autres grands groupes. Ouais. Est-ce que c'est développé, pas développé? Est-ce que tu recommanderais un boss du recrutement de dire peut-être que tu aurais besoin d'un petit profil RecOps pour optimiser la manière dont tu le fais? C'est quoi ton... Je pense pas forcément qu'il faut un profil dédié au RecOps. Ça dépend de quel projet, c'est quoi ta roadmap en gros. Est-ce que tu vas changer d'ATS? Est-ce que tu veux faire évoluer ton ATS? Est-ce que tu veux faire évoluer des pratiques importantes dans des équipes de recrutement? Est-ce que tu veux mettre en place une fonction sourcing versus recruteur et tout? Si ton ATS va pas bouger, le fonctionnement de tes équipes recrutement vont pas bouger, tes objectifs de recrutement restent assez stables, et que aujourd'hui tu es content du ratio budget que tu mets sur la table pour le nombre d'acquisitions que tu fais, etc. Tu peux continuer à sortir des reports sur Excel et en fonction de l'info que tu vas aller regarder. C'est quand tu veux
passer à la vitesse supérieure. Ouais, pour moi, c'est optimiser. Si tu veux scaler quelque chose, si tu veux changer un outil majeur qui est, tu vois, typiquement en ce moment, nous, on est en train de faire évoluer notre ATS, on transitionne d'ATS. Bah, j'ai pris en CDD un profil RecOps pour m'aider à gérer ce projet, parce que le paramétrage, la migration plus le paramétrage va pas se faire. Il faut vraiment quelqu'un à plein temps qui réfléchit avec les équipes comment on va paramétrer le nouvel outil, parce que notamment pour ne plus avoir besoin d'un RecOps en continu qui à chaque fois va automatiser, mais aussi quand même fine-tuner des reports. Tu dois dès le début quand même bien réfléchir à comment tu veux organiser ton outil et ton ATS par exemple. Donc pas toujours besoin d'un profil RecOps, mais de comprendre la mentalité RecOps pour l'appliquer, que tu sois manager, recruteur ou dirigeant, c'est important, je pense. Ok, trop bien. Ça stresse. Hein. Moi, j'aime bien prendre le temps de conclure, en fait. J'aurais plein d'autres questions. Je me dis. On a 1000 questions. Hein. Mais est-ce que tu as une question, toi, sur la partie RecOps avant de conclure? Ouais. J'en ai plein, mais. Juste une dernière, ça serait quoi les 3 indicateurs qui sont importants pour toi? T'as dit que t'aimais pas trop les indicateurs tout à l'heure. Du coup, j'ai envie de taquiner. Je vais les dire en disant que j'aime pas, comme je disais, sur les ROI des marques. Parce que ceux que tu regardes vraiment, qui sont vraiment importants pour toi. Ouais, en fait, ce que je regarde vraiment, c'est. Est-ce que mes boss sont contents? Est-ce que les équipes recrutement sont en souffrance ou pas? Si tout roule, et arrêtez de vouloir surintellectualiser les choses en allant trouver des trucs et tout ça. Bien sûr, si tu as une intuition en mode j'ai l'impression que si on arrête totalement ce canal-là, on va faire 1 million d'économies et ça va pas bouger tant que ça le confort des recruteurs et ni le résultat de la direction. Bien sûr, fais-le, mais globalement, ce que les gens regardent, j'ai l'impression, c'est completion of staff plan. En gros, c'est très basique comme KPI, mais c'est est-ce qu'on atteint les objectifs de recrutement qu'on s'est fixés en début de semaine, début d'année, début de mois. Tu peux le mettre au niveau de granularité que tu veux. C'est quand même, au final, assez pragmatique, mais je pense que c'est la base. Le time to hire, c'est quelque chose, je pense que globalement, tout le monde regarde quand même, parce que le premier sujet d'un hiring manager, quand il est mécontent, c'est parce que ça prend trop longtemps. Souvent, c'est pas tant l'expérience candidat était pas bonne ou même le recrutement que j'ai fait, je suis pas satisfait 6 mois après, il est déjà passé à autre chose, il est dans la consommation d'un autre recrutement. Donc je dirais vraiment, c'est au moment où il sent qu'il a un besoin, le plus rapidement ce besoin est pourvu, le plus content il est. Et donc le time to hire, ça reste quand même la vélocité. Un bon time to hire. Ça dépend des métiers, ça dépend tellement. Mais je dirais que globalement, on pense que tout ce qui est en dessous de 30 jours, c'est bien. Globalement, on pense que ce qui est au-dessus de 80 jours, 90 jours, ça commence à être mal. Et à l'époque, quand on traquait ça de très très près pour les full stack par exemple, on essayait d'être en dessous de 20-21 jours. T'as marqué les full stack. Ouais, c'était vraiment le 20-21 jours, c'est joli. Hein. Ouais, mais bon, pour faire ça, à quel prix, quoi, aussi, à quel prix? Il y a une machinerie incroyable en fait, tu es focus que là-dessus. Tu peux pas faire 1000 trucs. Tu peux pas avec les croissants. Tu peux pas. Tu n'amènes pas les croissants si tu veux faire un full stack, un staff engineer à Paris en moins de 21 jours. Mais ça dépend, parce qu'en fait, ça dépend du niveau d'ambition dans ta définition du staff engineer, parce que tu peux avoir plein de et je leur jette même pas la pierre. Mais je sais pas, il y a une boîte là qui va dire mon staff engineer, je l'ai fait en 1 semaine parce que je l'ai appelé staff engineer, mais c'est pas la même définition que staff engineer chez une autre boîte. Ça dépend de l'exigence de ton ça dépend de l'exigence, ça dépend les outils que t'as, ça dépend le besoin que t'as en fait à la base. Si ta boîte va pas mettre la clé sous la porte parce que t'as mis 30 jours de plus, cool, c'est bien. Garde le temps pour faire le bon choix, quoi. Okay. Bah voilà. C'était ma question. Trop bien. Conclusion? Ouais. Ok, j'ai des petites questions pour toi, Rassam. Je vais commencer les phrases. C'est Paris la meilleure équipe européenne. C'est vrai. Si tu avais un doute. C'est pas la question. Là, on peut le dire clairement cette année. Y a pas de je viens de banlieue parisienne à la base, donc t'inquiète, on est des mêmes. Ah oui, non, mais c'est pas Marseille. En plus, je dis qu'il est Marseillais. Non, c'est parce que tu fais des petites rêves tout à l'heure. Taquine. Je commence des phrases et je vais te laisser les finir pour moi. Ok. Avec du tac au tac. Ok. Donc première, aujourd'hui les équipes RH ont l'opportunité de avoir un impact sur le business. Ah, c'est un mot, pardon. Il fallait que je finisse. C'est cool. Demain, les DRH seront remplacés par ChatGPT.
Non, ça c'est du troll. C'est un peu du troll. Non, les DRH seront, comme toujours, partie intégrante à la table des décisions stratégiques de l'entreprise. Sur la première intention, parce que sinon il nous lâche un discours. Il a mis son costard de consultant grillé direct. Okay. Donc les DRH seront partie intégrante de plus au COMEX. Oui. Ok. Le sujet chaud du moment, c'est la victoire de Paris en Ligue des Champions. C'est vendredi après là. Non, c'est très bien. Non, le sujet chaud du moment, effectivement, c'est l'IA. Tout le monde en parle. Je peux pas te dire que. Je peux faire tellement cette réponse en première intention. Non, mais en fait, je dis pas que je partage le constat. Le constat, c'est que c'est l'IA. Tout le monde parle que de ça, etc. T'en as pas parlé du tout depuis qu'on a commencé. Non, parce que moi, c'est pas un sujet qui me passionne. C'est un sujet que je trouve incroyablement fort et il faut le faire et je le fais. Je me fais violence à y aller, etc. Mais c'est pas un truc qui me passionne où j'ai envie de. Je ne vais pas regarder des podcasts YouTube sur l'IA. Mais par contre, ça me rend des services incroyables et je suis très heureux qu'on vive cette époque. Ouais. Mon opinion à contre-courant des autres, c'est que le recrutement peut totalement s'effacer avec une prise de risque totale et des périodes d'essai très très radicales. J'ai cru que tu allais dire un truc sur Marseille. J'ai cru qu'il allait avoir un troll. Non mais trop bien. Attends, des périodes très radicales, c'est-à-dire pas de période d'essai. En gros, il y a presque pas de process de recrutement. On se dit que il y a société A a mise tout sur la prédiction du recrutement et de la performance des collaborateurs pendant les 2 mois d'assessment d'un recrutement ou du mois de process d'un recrutement. Okay. Société B dit presque instantané dans la journée, je vais recruter cette personne et du coup dans la foulée commence la période d'essai et en fait pendant que cette personne démarre sa période d'essai, cette personne a eu le temps de tester, refaire 3 recrutements et à la fin finalement potentiellement il a une plus grosse équipe et qui est déjà en train de faire les objectifs que celle-ci. Mais dans le cursus, il y a plein de gens qui se sont fait virer, plein de gens qui n'ont pas été contents, machin. Ça vaut le coup de bourriner un petit peu et finalement. En fait, c'est un parti pris, mais c'est possible. Okay. C'est ça que je dis. Et tu peux essayer de l'itérer, de l'améliorer, comme tu améliores le recrutement. C'est un coût quand tu te sépares de personnes, ça a toujours un coût. En période d'essai, pas tant que ça, mais c'est un coût bien sûr pour l'équipe et pour plein d'autres choses. Mais en fait, ça dépend. Si c'est assumé dans la culture, les gens le voient pas comme un drame. Ouais. Par contre, quand tu mets 6 mois ou 1 an à recruter quelqu'un et que ça marche pas, là ça devient très c'est intéressant. Tu le vis différemment en fait. Ok. Mais ça dépend de on recrute 5 personnes la semaine prochaine. Parfait. Ma dernière, c'est ma plus grande leçon dans le monde pro, c'est que la plupart qu'on passe beaucoup de temps à vouloir raconter pourquoi on prend des décisions, pourquoi on a une expertise et du coup on pense qu'il faut donner beaucoup de contenu intelligent et intelligible pour que ça arrive, alors qu'au final il faut faire ressentir des émotions basiques aux gens pour qu'ils nous estiment et qu'ils nous aiment. Je le vois rigoler un peu, je me dis il peut ripper à tout moment. En fait non, il reste sérieux. Ok, merci Rassam. Quel est le livre que tu offres ou que tu recommandes le plus, s'il y en a un? Je suis très mauvais lecteur, je ne lis pas. T'as le droit de citer un manga. Hein. Je déteste les mangas, je déteste les jeux de société, je déteste les séries, j'ai jamais vu un Star Wars. Je dis ça souvent, je me donne le challenge de passer ma vie sans lire de livres et sans écrire de livres, parce que c'est un peu à la mode d'écrire des livres aujourd'hui. Bien sûr, je rigole, j'ai lu quelques livres dans mon adolescence, enfance. Harry Potter. Non, je déteste ces trucs-là. Science-fiction, tout ça, ça marche pas trop pour moi. Mais du coup, professionnellement, il y a pas de livre que j'ai lu aucun livre sur le management, des choses comme ça. T'apprends sur le terrain. J'apprends sur le terrain et il y a un livre Mon Petit Oranger, ça s'appelle, je sais pas, d'un auteur brésilien, et je me souviens juste de ça parce que j'étais à l'école, je crois primaire ou collège. Non mais je m'en rappelle, tu sais pourquoi? Parce que j'étais parti en vacances en Espagne et je me souviens d'avoir lu ce livre et en fait je sais pas, il y avait quelqu'un qui meurt dedans et tout et j'ai pleuré et c'est la première fois où je pleurais à cause d'un livre et c'était Mon Petit Oranger. Je me souviens de ce livre.
Ok. Chaque réponse est improbable. qui est cet homme, quand même? Ok, super. Merci pour ton partage authentique. Ouais. Si tu pouvais glisser un conseil à Rassam, parce que j'ai vu que tu faisais du street art à un moment. Ouais. Donc, au Rassam qui faisait du street art, qu'est-ce que tu lui glisserais comme conseil dans le creux de l'oreille? Cours plus vite avant que la bac t'attrape. Ouais. Je sais pas, du street art. Ça, c'est un conseil perso. J'étais un espèce de vandale des sièges de train. Non, mais. Il y a prescription maintenant. Oui, il y a prescription. Et en fait, et j'étais pas très doué d'ailleurs à l'époque où je le faisais. Je le faisais vraiment par mimétisme et pour être dans un flow d'adrénaline. Par contre, plus tard, je l'ai converti en street art au moment où j'étais en cabinet, où j'ai vu que dans le cabinet où j'étais, où tu vois, les profils étaient un peu à aller dans des galeries d'art, etc. Et j'ai vu que c'était un vrai business et que des choses que moi je voyais comme un espèce de tag étaient vendues 30, 40, 50 000 euros, etc. Et pendant une œuvre de charité, chacun devait faire un atelier. Moi, j'avais fait un atelier street art et j'ai cliqué avec un mec avec qui j'étais pote déjà et collègue. Et lui était très très connecté dans les galeries d'art et on a créé pendant 6 mois un espèce de concept où moi je faisais des tableaux et lui les vendait. Hop, allez, 50 000. Pas 50 000, mais on a fait j'ai rencontré Cornette de Saint-Cyr, qui est un commissaire-priseur les plus connus en France, les connaisseurs le savent, et dans une œuvre de charité, un de mes tableaux a été vendu 5 000 euros. Ah ouais, trop bien, ok. Il est fort, hein. Alors, il entend ma question, il me fait ah ouais, ok, il me prend par la main et on va se balader, on fait le tour du quartier. Pourquoi tu voulais sur le street art? C'était quoi ta question? Non, c'était tu te croises 20 ans en arrière. Ah oui, oui, c'est vrai que j'ai oublié ça. C'est vrai. Ah, mais pour ça, il était fort. Hein. Je vais répondre à votre question, monsieur le comte. Je vais répondre à cette question. Laissez-moi simplement définir ma vision. Je lui dirais vraiment, applique-toi un peu plus, parce que là, tu le fais vraiment juste pour l'adrénaline, mais un jour, ça pourrait te resservir. Ça pourrait te mener loin. Je suis pas, j'ai jamais été un Beethoven du street art, mais j'ai réussi à le ramener au goût du jour avec l'aide de Guillaume Dupont que je salue fortement, et on s'est vraiment éclaté. On a fait des trucs incroyables pendant 6 mois. J'ai rencontré plein d'artistes très reconnus, mais que par piraterie et audace pour le coup. Piraterie stratège. Stratège. Et on s'est foutu de la gueule de personne. Nous, on était à fond. On s'est dit, on va peut-être faire notre carrière là-dedans. Trop bien. Trop bien, ouais. Merci Rassam. On a un dernier rituel. Ouais, écoute, on va. J'ai ramené un livre de mes enfants. Ah, sans que des images. Le petit orangé. Voilà. Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, c'est pour faire un lien entre les différents speakers à ce podcast. Ouais. Et du coup, généralement, on offre la recommandation du. Ah oui. C'est-à-dire que vous allez offrir le petit orangé. Et un. Et on va dire que ça vient de toi. Et on a la DRH du Crédit Agricole. Faites un Posca bien dégoulinant d'encre, tu sais, pour le street art. Mais je l'ai pas cité, mais moi j'étais un graffeur aussi. Ah. Je me suis fait attraper aussi parce que j'avais pas couru assez vite et c'était bien moche ce que je faisais, mais j'ai bien kiffé. Enfin, après, une fois que ça a continué, j'ai kiffé. Et j'ai arrêté parce que je me souviens, mon père, on s'était fait attraper, et après mon père m'avait offert un livre sur le street art en me disant vas-y, suis ton truc et tout, et du coup c'était plus du tout subversif. Ah oui. Et ça m'a plus du tout fait kiffer. Je me suis dit mais attends, là je faisais ça pour être un peu subversif, et du coup j'ai arrêté, ça avait plus d'intérêt. Et sinon les chocolats, c'est Alain Ducasse, c'est franchement c'est quelque chose, c'est le top. Bah oui, bien sûr. Pour partir en week-end, c'est pas mal. Alain Ducasse et Oser le courage de Jérémy. Ah non, c'est pour ne pas à la télé, mais Oser le courage de Jérémy Lamry. Ça a été recommandé par Christian Verhaeghe, et on pense que on avait le choix entre 2 livres. On s'est dit que c'était celui-là qui allait. Il avait moins de pages. Mais il n'y a pas de dessin et d'image. Pas d'image. Non, mais bon, voilà, à voir si moi, je lis souvent cette partie-là. Ouais. Je m'arrête. C'est déjà bien. Après, j'aime bien avoir j'achète souvent des livres, tu vois, genre putain, tu les mets dans ta livre comme ça et tout, ça fait intelligent. Ah, ça fait intelligent, t'as raison. Non, mais moi je suis intelligent. Non, mais on est content parce qu'on a appris à te connaître. On se connaissait très peu en fait. On se connaissait vraiment très peu, voire pas du tout. Et du coup maintenant, personnellement, j'ai l'impression de te connaître un peu plus. Bah, super. Donc si on doit te refaire
un cadeau. Je sais toujours pas ce qu'on pourrait t'offrir, mais en tout cas voilà, c'est mais vous pouvez offrir par contre le CD ou un lien de Tous Ensemble Salif, l'album Tous Ensemble de Salif à quelqu'un qui n'écoute pas de rap. Plus ça, et c'est un incroyable. Ce que j'allais dire, si on envoie tout le transcript de ce qu'on s'est dit à ChatGPT, je pense qu'il plante. Je veux dire, le gars il est pas clean. Non mais c'était vraiment cool en tout cas, merci encore d'avoir accepté de venir, c'était chouette, enfin moi j'ai passé un super moment, je pense que les auditeurs aussi, si vous êtes encore là, merci beaucoup. Quoi dire, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur le podcast, quelle que soit la plateforme de podcast sur laquelle vous êtes, des petites étoiles si ça vous a plu, et encore mieux si vous pouvez si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Notre but, c'est d'inspirer les leaders RH actuels et futurs. Ouais, voilà, vous pouvez nous contacter. On reçoit des mots d'amour par moment, c'est très sympa, ça fait plaisir, ça donne beaucoup d'énergie. Ça fait chaud au cœur, donc on a le sentiment qu'on progresse aussi dans nos podcasts, dans l'énergie qu'on diffuse. En tout cas, moi, je prends de plus en plus de plaisir. Donc, je sais pas si on a progressé aujourd'hui. si, franchement, j'ai trouvé ça moi, j'ai passé un très bon moment. En tout cas, c'était très agréable de répondre à vos questions. Cool. Et je vous donnerai ce conseil à tous nos auditeurs aussi. Il faut rester free, il faut rester frais. Allez, on termine là-dessus. Bon, trop bien. Allez, salut à tous, ciao. Au revoir. Bye.